Bonsoir, bienvenue, il fait chaud. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire ce soir personnellement parce que je suis en train de perdre à peu près 24 kilos. Merci d'être avec nous pour Grand Prix, j'espère que vous allez bien. Du coup, Grand Prix, votre émission évidemment qui revient sur le Grand Prix du Canada de Formule 1 évidemment. Et oui, il est 14h35. Vous dira pas qui a fait cette vanne de très bel acabit, bien évidemment. Merci pour les différents follow, tout ça, merci beaucoup les amis, soyez toujours aussi nombreux à être fidèles à cette émission. On va donc revenir en long, en large, en travers sur le Grand Prix du Canada de Formule 1 remporté par Max Verstappen. De toute façon, j'ai l'impression que maintenant je peux enregistrer simplement et changer le nom du Grand Prix et c'est une victoire de Max Verstappen à la fin, donc ça devient assez simple à faire, mais c'était pourtant pas simple pour Max justement, cette victoire devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Qui forcément, maintenant qu'il a perdu 4 cm lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, il va plus vite en ligne droite, évidemment, il s'est délesté de quelques kilos, donc forcément, ça va mieux. 3e place, donc un nouveau podium pour Lewis Hamilton cette saison. Monsieur Franck est avec nous dans un tout nouveau décor, et peut-être qu'à un moment, vous ne le verrez plus, car il fera nuit, tout simplement. Et ce sera incroyable. Bonsoir tout le monde, oui, effectivement, je me suis délocalisé dans l'Aveyron, il fait un peu plus frais qu'à Montpellier, où je suis vraiment basé. Il fait plus frais, mais il y a effectivement des risques d'orage ce soir, donc j'espère que vous ne vous retrouvez pas dans le noir, parce que bon, après, je suis sur un PC portable et en 4G, donc logiquement, ça devrait pas couper, mais vous risquez de peut-être plus me voir. Hâte de débriefer aussi ce Grand Prix du Canada. Oui, effectivement, résultat assez probable, avec la victoire de Max Verstappen, mais pas mal de choses quand même à dire dans le peloton, donc, aussi au niveau de Ferrari, Mercedes, Alpine, je crois que ça a été assez sympathique à suivre, donc voilà, on va débriefer tout ça ensemble. Si vous permettez, c'est quand même moi qui présente cette émission. Je vous serais donc gré de ne pas parler d'Alpine pendant cette émission, ou en tout cas de parler d'Alpine jusqu'au samedi. Le dimanche, c'est pas très intéressant. Ben, comment va-t-il ? Eh ben écoute, comme toi, je meurs de chaud, j'en peux plus. Mais voilà, depuis samedi, il fait plus de 35 degrés ici, c'est une horreur. Mais sinon, ça va, écoute, très très bien. Un week-end fort intéressant au Canada, quoi, pour réaborder de manière intéressante et intéressée, je l'espère. Donc voilà, ça va être bien sympa. Nous, on serait intéressés. Les viewers le seront-ils, évidemment. Leur sentence sera irrévocable et sera à la fin de l'émission. Oui, je veux dire sera irrévocable. Oh là là. Les liaisons dangereuses. Ça ne marche ça ne marche plus, cette affaire. C'est absolument terrible. Je m'excuse par avance, évidemment, envers le robot YouTube qui va passer 2 heures à se demander, mais bordel, est-ce que je connais cette musique ? Oui, c'est la fête de la musique ce soir. Ça s'entend chez moi, ça s'entend légèrement. C'est un enfer absolu, comme d'habitude. Sur ce moment où la première heure de la fête de la musique, c'est cool, hein, on fête la musique, c'est sympa. Et puis au bout d'1 heure et demie de reprise complètement pétée de Wonderwall d'Oasis, tu te dis c'est gentil, mais on va peut-être passer à autre chose, effectivement. Ce serait assez sympa. Mais bon, que voulez-vous ? On a Blabouille qui vous dit que la Ligo en cas de canicule, c'est pas idéal. Ouais. Pas la Ligo ici, ça pour l'instant. Tout ce qui est Ligo, cassoulet, tout ce genre de choses, on va mettre ça de côté. Une petite tartiflette. Pourquoi pas si vous n'êtes pas au courant, quand vous allez aux 24 heures du Mans, vous pouvez manger une tartiflette. Ils te vendent des parts de tartiflette. Ça, je comprends pas. Je rebondis sur ton Wonderwall parce qu'on n'a pas eu de Wonderwall ce week-end au Canada. Ah non, mais de toute façon, le Canada, c'est une honte, le Canada, mesdames et messieurs. Moi, je vous le dis, c'est surcoté. Le Canada, bien évidemment. Arrêtez le calendrier. Il y avait eu cette statistique quand même qui était assez incroyable. C'était la première fois depuis 2011 qu'on avait une safety car pendant la course. C'est ce qui est quand même complètement fou. On avait toujours, pendant la course, outre le premier ou le dernier tour. C'est ce qui est assez dingue, évidemment. Même en 2014, ce Grand Prix, on a l'impression que c'est passé 53 000 choses. Bah non, il y a eu une safety car à la fin pour l'accrochage entre Pérez et Massa, mais rien de plus. Donc ici, voilà, on a eu des neutralisations. On a eu un Grand Prix, ma foi, monsieur, qui était plutôt sympathique quand même, si il y a eu quelques trains de DRS, ce qu'on pouvait ne pas attendre finalement sur une piste comme ça. On pouvait se dire quand même qu'avec les lignes droites, ça pouvait être facile de dépasser, mais en même temps, quand tout le monde a le DRS, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on voit depuis le début de saison. En fait, on voit que les voitures se suivent très très bien, mais qu'une fois que les DRS sont enclenchés et qu'il y a une file de voitures qui ont le DRS, pour peu que celle devant ait une bonne vitesse de pointe, ce qui arrive notamment avec les Williams, ce qui arrive aussi avec les Alpines, il n'y a aucune chance de dépasser en fait. Donc ça casse un peu la course dans le peloton. Moi, j'imagine qu'il y aura des ajustements à faire, soit en retirant un peu de DRS, soit en lui ajoutant un peu d'importance. Mais dans tous les cas, effectivement, on se retrouve avec cette même configuration dans le peloton. Après,
Moi, j'aime toujours bien voir les voitures au Canada parce que c'est quand même un circuit qui est hyper engageant pour les voitures et les pilotes. Donc forcément, ça impose d'avoir un gros rythme et puis ça impose que les pilotes trouvent des bons réglages pour que les voitures puissent justement bien encaisser les vibreurs, et c'est ce qui fait le temps autour. Donc je trouve que c'est toujours intéressant. La qualif a été vraiment fantastique sous la pluie. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Et effectivement, la course a été un petit peu décevante vu la grille de départ qu'on avait, parce que c'est vrai qu'on avait une grille de départ avec Alonso deuxième, avec les Haas en troisième ligne. Donc on avait Leclerc en fond de grille, Pérez quasiment en fond de grille. Il y avait de quoi s'attendre à ce que la course soit assez dingue. Et puis finalement, ça a été un petit peu décevant à ce niveau-là. Mais bon, c'était quand même sympa. C'est clair que c'est pas un circuit qui favorise les nouvelles F1 2022, puisqu'on n'a aucun virage rapide, effectivement, qui cherche à maximiser l'effet de sol pour effectivement se suivre de plus près et effectivement éviter ces trains de DRS. Donc en fait, toutes les voitures aujourd'hui, en termes de suspension, en termes de pneus 18 pouces, c'est un petit peu ce qui limite aujourd'hui la motricité. Du coup, on l'a bien vu pendant le Grand Prix, toutes les voitures sortent à peu près de la même façon de l'épingle, effectivement, qui conditionne la grande ligne droite. Et du coup, on se retrouve effectivement avec ce train de DRS qui nous a privé un peu de certains dépassements. Après, voilà, je trouve que le Grand Prix a quand même été assez intéressant. Ça a été, il y a eu pas mal de bagarres à tous les niveaux. Il fallait être un peu plus engageant effectivement sur les freinages. Certains l'ont fait, d'autres ont été plus timides. Je pense effectivement à la belle remontée comme de Charles Leclerc, dont on parlera quand même, qui lui a effectivement su saisir sa chance pour pouvoir remonter jusqu'à la 5e place. Donc voilà, moi je trouve quand même qu'on a eu un spectacle qui était quand même assez sympathique à Montréal. Ça faisait très plaisir de revoir ce circuit après 2 ans d'absence, puisque voilà, il y a eu la pandémie de Covid-19 qui nous a privés pendant 2 ans de ce Grand Prix en général, où il se passe toujours des choses, même si la safety car, effectivement, comme tu l'as rappelé, ne sort pas toujours très souvent. Effectivement, je trouve quand même qu'on a eu un spectacle assez sympathique, et puis 15-16 derniers tours de folie entre Verstappen et Sainz, qui ont été, je pense, encore un petit peu à l'image du tout début de saison qu'on a eu entre Verstappen et Leclerc, où effectivement on a eu un final haletant, savoir qu'est-ce qui allait se passer entre ces deux pilotes. Et puis voilà, après, effectivement, comme tu dis, Michael, il n'y a pas eu, je pense, aussi beaucoup de prise de risque. Alors, est-ce que c'est aussi la question des budgets plafonnés, puisqu'on sait aussi que voilà, les pilotes sont quand même invités à ne pas casser trop de matériel cette année. Donc, je pense que ça peut être aussi un frein à l'attaque en course. Un débat peut-être à avoir un petit peu plus tard. Nico dit le circuit est super, mais à part Pinotto, personne n'a vraiment cru victoire de Sainz. Je pense que même lui n'y a pas cru. Puisque de toute façon, il a dit lui-même, on n'est pas pour gagner, on est là pour faire des belles perfs. Et puis après... Il y a eu un moment où j'y ai cru, parce qu'il y a un moment où Sainz a accéléré, il reprenait 4 dixièmes à Verstappen au tour, et ça me paraissait être une avance au tour suffisante, parce qu'il avait dit que, juste ce qu'ils ont dit après la course, 2-3 dixièmes c'était trop short, mais un peu plus ça pouvait se faire. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai cru qu'il allait pouvoir. Mais effectivement, la motricité de la Red Bull à l'épingle était assez dingue. Et en fait, c'était le seul endroit où Sainz aurait pu tenter de prendre l'aspiration, et il n'y arrivait pas, bien que le deuxième secteur était avantageux pour la Ferrari. Il faut dire que la Ferrari, parce qu'on dit ouais, la motricité était bonne chez Red Bull, la motricité chez Ferrari, c'était quand même le festival du contre-braquage à la sortie d'épingle, c'était pas top. Mais bon, après, voilà. C'était tout ça. Pendant une demi-seconde, après, il a bloqué sa roue. Pas pratique. Là, par contre, la Ferrari était bonne dans les virages rapides, par contre. Ouais. Oui, pour ceux qui critiquaient Sainz, quand même, il a quand même fait 16 tours sans aucune erreur. Il a quand même mis la pression à Verstappen, je veux dire, à chaque fois. C'est ce qu'il fallait faire pour essayer de déloger Verstappen de sa première place. C'est-à-dire que, certes, le passer au DRS, ça aurait été effectivement extrêmement délicat, parce que quand il a eu le DRS assez proche, c'est-à-dire en gros, il sortait de l'épingle avec 5 dixièmes de retard, pas plus, pour pouvoir se rapprocher vraiment dans la ligne droite. Il en manquait quand même encore un petit peu pour aller le piquer au freinage. Mais voilà, et tant mieux, parce que du coup, si le déplacement avait été trop facile au DRS, tout le monde serait un petit peu aussi offusqué du fait que voilà, c'est encore un dépassement au DRS qui a offert la victoire. Et voilà, donc moi je trouve quand même bravo, voilà, pour pas dénigrer Carlos Sainz, quand même d'avoir fait ses 16 tours sans aucune erreur, en mettant la pression à fond sur Max Verstappen qui lui aussi a résisté. Donc je pense que bravo aux deux pilotes pour ça, parce que c'est pas évident en fin de Grand Prix de tenir quand même 15-16 tours comme ça à la limite, comme ils l'ont dit. Et d'autant qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, de toute façon Sainz n'est pas capable d'attaquer, etc. Mais faut oublier que c'est exactement la situation dans laquelle était Leclerc à Jeddah, et qu'il n'avait pas pu attaquer non plus. Et au final, quand Verstappen est devant, c'est très compliqué de le dépasser. Donc Leclerc a effectivement mis la pression. Il est quand même resté 16 tours, comme tu dis, sans faire une erreur à moins d'une seconde. Donc ouais, c'est une course solide. Sainz, on sent qu'il se rapproche de toute façon de sa première victoire.
C'est vrai que là, c'est la première fois qu'il finissait aussi près d'un adversaire depuis le Grand Prix d'Italie 2020, mais il avait déjà fini à 1 seconde et quelques de Pérez à Monaco, donc voilà, on sent que c'est pas très loin. Maintenant, il va falloir qu'il y ait un petit coup de pouce, soit du destin, soit de lui qui arrive à trouver quelque chose un petit peu en plus pour y arriver, quoi. Donc, dans tous les cas, effectivement, c'est du très bon pour Sainz. Gros mieux, hein, parce que Monaco, Bakou, Montréal sans erreur pour Sainz, c'est quand même, ça tranche quand même avec les erreurs du début de saison, quoi. Donc, c'est quand même de bon augure. Il se reprend, Carlos Sainz, effectivement. Continuons au pire, voilà, on inverse un petit peu les deux forces dans ce débrief, mais c'est vrai que chez Ferrari, Charles Leclerc, on a profité pour à peu près changer tout ce qui était changeable, comme ça au moins, voilà, un départ en fond de grille sur une piste pareille, c'était pas si pénalisant que ça. On a vu quand même que quand Charles se retrouvait dans le peloton, fallait s'accrocher, hein, parce que il a passé de très très longs tours englué comme ça dans ses trains justement de DRS. Mais moi sur ce week-end, je l'ai senti serein. Il n'a pas pris de risque en fait outre mesure parce qu'il se disait qu'il fallait assurer les gros points et simplement une remontée le plus haut possible. Il finit 5e de ce Grand Prix, donc finalement il ne pouvait pas forcément viser beaucoup plus. Voilà, je l'ai senti un peu en maîtrise quand même. On sent que le championnat est encore dans sa tête, même si évidemment c'est un peu plus complexe. Et justement, il y a un article qu'on publiera demain dans lequel en fait Binotto explique pourquoi Leclerc était si serein. C'est parce qu'en fait la pénalité n'était pas du tout su le vendredi soir comme on l'a su nous, mais bien juste après Bakou, ils ont décidé qu'ils changeraient le moteur complet à Montréal. Donc il a dit, ça lui a permis d'avoir une semaine pour accepter l'info, encaisser, souffler et arriver à Montréal en sachant exactement ce qu'il allait devoir faire. Donc je pense que c'était bien vu de la part de Ferrari plutôt que de le mettre dans une urgence qui n'aurait pas été nécessaire en lui annonçant ça le vendredi soir. Ouais, c'était un gros coup de bluff d'ailleurs parce qu'on l'annonçait dès le jeudi soir qu'effectivement il allait avoir toutes les pénalités sur Ferrari. Personne l'avait confirmé, en fait ça avait fuité de chez Ferrari dans la presse italienne et voilà, donc tout le monde a été un petit peu, attendait effectivement la confirmation de la part de la FIA, mais effectivement ça avait été décidé depuis très longtemps. Et normalement avec les éléments moteurs qu'il a pris je crois il est tranquille jusqu'à la pause estivale. Pour attaquer en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment des grands prix d'attaque qui va pouvoir nous sortir donc les 4 prochains grands prix. Donc on rappelle qu'il y a 4 grands prix en juillet. Merci pour ceux qui vont travailler. On espère qu'on n'aura pas de canicule au moins. Donc c'est-à-dire 4 grands prix d'attaque, ça veut dire 4 grands prix où potentiellement, croisons les doigts pour Charles Leclerc, il est capable de remonter sur Max Verstappen en signant des bons résultats. C'est tout ce qu'on espère, effectivement, qu'il puisse se relancer dans la course au titre pour qu'au mois de septembre, quand on reprendra à Spa-Francorchamps, on ait 2 pilotes qui soient un peu plus rapprochés au championnat. Donc voilà, Ferrari a pris les pénalités qui s'imposaient. Je pense que Red Bull les prendra aussi à un moment ou à un autre, parce qu'on a vu que la fiabilité chez Red Bull, c'est pas encore non plus totalement ça. Pas totalement serein par rapport à la boîte de vitesse notamment, parce qu'on ne sait pas encore si la boîte de vitesse qui a cassé de Sergio Pérez était liée à son accident. Des qualifications ou pas, moi j'en doute fortement parce que il tape quand même clairement de l'avant, pas du tout de l'arrière, donc je vois pas en quoi la casse de la boîte de vitesse serait liée à sa touchette de qualif. Donc voilà, fiabilité, effectivement, gros élément. Après Leclerc, belle remontée, tu dis qu'il peut pas faire beaucoup mieux que 5e. Je pense que si Ferrari n'avait pas foiré un de ses arrêts au stand, où il le remettait juste dans un train de DRS justement, où il y avait peut-être 2-3 voitures qu'il avait passé, qu'il a dû repasser à nouveau, il aurait peut-être été plus proche de se bagarrer avec Russell Hamilton en fin de course. Oui, mais ça fait partie évidemment des choses qui sont sues à l'avance. Ferrari va louper un pit stop, donc il faut pouvoir s'adapter dans la stratégie de Charles Leclerc, avoir attaqué un peu plus tôt à ce moment-là, bien évidemment. C'était des choses qui étaient faisables. 4 Grands Prix en juillet, mon Dieu, oh là là. Et un sprint. Parce qu'on a un Grand Prix Autriche. Sois content de nous laisser le 14 juillet quand même, tranquille. C'est vrai, ils sont très gentils. C'est très sympathique. Moi, je suis désillusion parce que je vais louper le sprint en Autriche. J'en suis extrêmement triste. Je ne vais pas pouvoir avoir ce grand moment de sport. Ross Brown ne sera pas content. D'ailleurs, Ross Brown, nos grands abonnés absents depuis plusieurs semaines, on n'entend pas. Alors, je l'ai eu au téléphone, il met un 10 sur 10 à ce Grand Prix. Il a trouvé ça extraordinaire, c'était génial, tout ce qu'il fallait. Je crois qu'il a juste hâte d'être en Autriche pour voir une course sprint, en fait. C'est juste pour ça qu'il est pas là. C'est ça. Je crois qu'il n'a pas allumé sa télé depuis le début de l'année, surtout. C'est un peu le souci. Il va pas les mêmes courses que nous. Partir à la pêche. Un peu complexe. Nico qui nous demande même pas mi-saison et Ferrari et d'autres sont déjà à la limite des quotas de pièces, ou alors est-ce qu'ils gèrent le pool? En même temps, il y a le droit à 3 composants pour la majorité justement des composants moteurs, et 2 pour certains, donc c'est compliqué. Hein. Après, je sais pas quoi jouer Ferrari d'ailleurs. Peut-être que Manu aura l'explication. Pour ça, en fait, j'ai essayé de chercher avant le live, mais j'ai dû passer sur un autre sujet.
c'est qu'effectivement, Ferrari a changé des éléments moteurs de Leclerc vendredi et a rechangé de nouveau les mêmes éléments moteurs le samedi. Donc, est-ce qu'on a le droit de nouveau de restocker cette année ou pas? Normalement, quand c'est au cours de même week-end, je crois que c'est pas possible. Je vous avoue que j'ai pas la réponse. Je n'ai pas non plus sur ce point-là précisément du règlement, mais après, est-ce que... ouais, je sais pas exactement, en fait, c'est vrai que... Il y avait un troisième moteur, il y avait un troisième moteur samedi vendredi, il y avait un quatrième samedi. Donc voilà, est-ce que son troisième est déjà foutu ou est-ce qu'ils ont tenté quelque chose? Je sais pas. Non, ouais. À moins qu'on puisse démarrer le week-end avec un nouveau moteur et le changer au cours du week-end, peut-être. C'est pas 2 changements dans le week-end, en fait, donc je sais pas. Oui. C'est qu'ils avaient interdit ça à l'époque aussi, parce qu'il y avait des dérives sur McLaren Honda. qui décidait de prendre... McLaren et Honda qui décidaient de prendre 150 places de pénalité, mais... Oui, alors moi je suis navré, parce que c'est toujours facile de dire oui, McLaren, Honda, ils faisaient des stocks, ils arrivaient avec 17 moteurs pour la saison. Non, mais à un moment donné, ils en avaient besoin. C'est-à-dire qu'ils changeaient 6 fois de moteur le même week-end parce qu'ils le cassaient 5 fois, tout simplement. C'était pas plus compliqué que ça. Ils étaient honnêtes. C'est pas Honda qui décidait, c'est Alonso qui décidait. En plus. Ce moteur est nul, changez-le. Ce moteur est nul. Celui-là aussi, pareil. Ce moteur est nul, mais merde! Il avait fait qu'un moteur de GP2, il pouvait rien dire. Vous avez un moteur bon dans votre poule? Bah non! Il est con lui aussi. On n'a pas fait ça, nous. Il espérait peut-être qu'un jour ou l'autre, il y a un moteur Ferrari qui passe par erreur ou un moteur Mercedes. Il passe dans le garage. Buongiorno! Voilà, ça va super. Ouais, c'est cool. Hop, il part avec un moteur sous le bras, comme ça. Non, moi. Exactement, tu le vois passer avec un chariot sur le paddock. Non, mais c'est vrai que. Du coup, je sais pas exactement ce qu'ils ont. Je vois les mecs dans les stands, c'est raconter leur tête craville, ça qui est. Ah, on a Fernando Alonso qui passe avec un Fenwick. Il va juste chez Mercedes, ne vous inquiétez pas. Il va revenir très, très rapidement. Voilà, c'est tout ce dont ils vendent d'ordre qu'il y a plus de pénalités que de points. Oui, ça, c'est vrai que c'est le truc dramatique, mais c'est à peu près le cas. Je pense qu'il a pris plus de place de pénalités dans sa carrière que de points en F1. Ce qu'on ne soit pas non plus très compliqué, vu qu'il n'a pas marqué non plus beaucoup de points. Il a pris beaucoup de pénalités. Je pense qu'en un week-end, il y avait plus de pénalités que de points. Tim qui dit, vous mentionnez beaucoup les Ferrari, mais le week-end de Max c'est quand même fabuleux. Mais laissez-nous faire notre émission, chers amis. Nous allons parler de Red Bull la semaine prochaine. Tour. Non, on va parler de Red Bull maintenant, rassurez-vous. D'habitude, on fait dans l'ordre d'arrivée des équipes, mais là, voilà, on avait commencé par Ferrari exceptionnellement, parce que voilà, il y avait des choses à dire sur eux. Red Bull, écoutez, voilà, Verstappen fait un super week-end en qualif, il met une pilée monumentale quand même à tout le monde, parce que certes, bon... voilà, Alonso fait 2ème, mais enfin il fait pas 2ème à un 10ème non plus, quoi. C'était. Il a 6 dixièmes et encore il améliore alors que Verstappen a amélioré avant lui et surtout Verstappen trouvait 1 seconde à chaque tentative. C'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est qu'à chaque fois qu'il sortait, le chrono c'était entre 9 dixièmes et 1 seconde, une de mieux par rapport à sa référence précédente. Et ça, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un pilote autant maîtriser la pluie et les conditions. Alors oui, ça séchait forcément, mais ouais, à ce point-là, trouver du temps et de l'aisance sur une piste aussi compliquée, franchement, c'était impressionnant. Non, puis en course, il fait la course parfaite, Max Verstappen. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas trop de soucis. Il s'arrête intelligemment à la première voiture de sécurité virtuelle. Je pense que ça a été quand même plutôt bien maîtrisé. Et puis voilà, non, franchement, Red Bull a fait un très beau week-end. Bon, Sergio Perez, là, lui, par contre, c'est compliqué. Ouais. Max Verstappen, rien à dire, je veux dire, effectivement, c'est un week-end parfait, une qualification absolument magistrale sur conditions humides et séchantes. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment rien à redire, quoi. C'était un festival max sur ces conditions-là. Donc pour ceux qui avaient encore des doutes, je doute qu'il y en a qui ont des doutes, mais bon, voilà. Il est surcoté. Voilà. Moi, en tant que pro Hamilton, je trouve pas terrible. Il mérite effectivement totalement son titre mondial, sa place et tout ce que vous voulez. Ses dizaines de millions d'euros chaque année, voilà, c'était vraiment le festival parce que, voilà, comme dit Manu, quand certes il était plus rapide, mais il n'était pas le plus rapide de peu, quoi. Donc à chaque fois il était effectivement bien devant, course maîtrisée sans aucun souci, résistance à la pression impeccable. Et effectivement, le gros point d'interrogation pour moi, c'est effectivement Sergio Perez. Il est complètement passé à travers. Après un week-end de Monaco absolument fabuleux, le week-end à Bakou, il a talonné Max Verstappen dans toutes les séances. Et puis, à part en course, effectivement, il a un peu trop dégradé ses pneus, mais bon, il a demandé d'attaquer un petit peu en début de course. Je pense que effectivement, ça l'a mis aussi sur un mauvais pied pour la suite. Ce week-end-là, il était complètement passé à travers, quoi. À Montréal, il était plusieurs dixièmes de seconde et
Et c'est pas du tout son habitude, surtout que c'est un circuit qu'il aime bien, donc qu'il maîtrise plutôt bien. Alors, je sais pas, il n'a pas vraiment donné d'explication à sa contre-performance, effectivement. Est-ce qu'il s'est complètement gaufré sur ses réglages? Est-ce qu'il est parti dans une mauvaise direction? Est-ce que Red Bull a mis d'autres pièces, encore une fois, entre les deux voitures? Parce qu'on sait un petit peu que c'est un petit peu le jeu sur les deux RB18 qui ne sont pas forcément dans la même configuration. Je sais pas. Franchement, je m'interroge parce que plusieurs dixièmes comme ça, sur un circuit entre guillemets simple, dans le sens, il n'y a pas de gros virages à très haute vitesse qui fait vraiment la différence entre les pilotes. En général, à Montréal, les écarts sont plutôt réduits entre les équipiers. Ouais, il y a vraiment des questions qui se posent sur ce week-end-là. Donc j'espère que lors de la conférence de presse du jeudi à Silverstone, quand on lui demandera de revenir sur sa course, il pourra donner quelques explications sur ce qui s'est passé à Montréal. Parce que là, pour l'instant, moi, c'est un vrai mystère. Ouais, non, c'était compliqué. Puis voilà, bon, le crash en qualif l'a pas aidé. Abandon en course, Oui. on le rappelle quand même, parce qu'évidemment, il n'a fait que 7 petits tours lors de la course, malheureusement, avec un souci. Est-il lié à l'incident? Parce que certes, bon, évidemment, il tape de l'avant, mais le choc est quand même assez rude, donc peut-être que en interne, il y a eu quelques soucis. Alors, Bruno demande comment ça se fait que la marche arrière soit si complexe à trouver sur les F1. Alors, je pense que c'est en partie aussi pour que le pilote l'actionne pas par erreur. Je veux dire, si tu mets une procédure complexe, l'espèce de code Konami qu'ils sont obligés de faire sur les volants, tu peux pas le faire du coup en roulant en bataille roue dans roue. Mais Puis là, je crois que vu que la voiture a été plantée dans le Tech Pro, c'était un peu plus compliqué. Elle oui, était juste oui, à reculer, de en toute façon. fait. Donc, Voilà, de toute façon pour Perez, oui, le souci était qu'il était coincé dans cette barrière. Encore une fois, bon, les Tech Pro c'est sympathique, c'est sécurisant certes, mais alors sécurisant, moi je trouve quand même qu'il a, ou alors il a tapé vraiment rudement et voilà, ou alors le Tech Pro c'est quand même vachement affaissé hein, dans cet incident-là. Parce que quand on voit la vue du dessus, vraiment, il a tapé jusqu'au bout, enfin il a tapé jusqu'au mur, quoi. Donc c'était assez Oui, fou. après, je crois que c'est les non, voitures vas-y, avec les ailerons bas aussi. Hein. Je crois que c'est le fait que ces ailerons soient bas fait que quand ça tape le Tech Pro, elles ont tendance à pas passer dessous, mais à vraiment les faire décoller un peu. Pour peu que là, effectivement, avec l'herbe, il y a eu des rebonds de la voiture et qu'elle ait pris un peu en piquant du nez. Je pense que effectivement, ça me choque pas trop. Après, effectivement, ça pourrait peut-être poser des problèmes de sécurité sur d'autres circuits. franchement, je vois pas du tout de rapport entre son problème de boîte de vitesse et cet impact. Il y a quand même eu pas mal d'impact en général sur l'arrière ou même sur les demi-trains arrière, qui en général épargnent la boîte de vitesse. Là, franchement, je pense que la boîte elle prend beaucoup plus d'autres chocs, rien qu'en termes de rebond sur la piste et autres, Ouais. sur toute sa durée de vie, que ça. Après, ils l'ont dit, c'est une boîte qui était en fin de vie. A priori, donc effectivement, est-ce que voilà, au lieu de faire ces 6 grands prix, elle n'a fait que 5 et demi. Il a fallu la changer un petit peu avant, donc c'est un petit peu un paramètre à regarder de près chez Red Bull. Mais non, effectivement, week-end complexe hein, pour Sergio Perez, qui va vouloir oublier avec un grand plaisir. On l'a remarqué aussi samedi lors des qualifs, et c'était aussi le cas justement de Sergio Perez. Par contre, dès que vous bloquez, et ça vient peut-être de ces nouvelles jantes 18 pouces, dès que vous bloquez la roue, c'est terminé. C'est-à-dire que les petits blocages qu'on peut tout de suite, on peut débloquer la roue, continuer, c'est plus possible. On l'a vu à de nombreuses reprises sous la pluie et samedi. Le nombre de pilotes qui ont bloqué puis qui sont partis très très loin. Sous la pluie, c'était terrible. Hein. Dès que ça bloquait, il y avait impossibilité de retrouver du grip. C'était incroyable, Ouais. franchement. À cause de la rigidité des suspensions, ça effectivement, puisque comme il y a des suspensions beaucoup plus rigides et des flancs aussi qui sont plus bas, voilà. Donc, la roue a beaucoup plus de mal à retrouver sa motricité, à retrouver son adhérence. Donc, bon, ça s'explique de manière logique, quoi. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose vous pouvez tester chez vous avec une boule de gomme plus ou moins grande, voilà, vous aurez exactement le même phénomène. Donc, si vous voulez retrouver l'adhérence, il faut effectivement une suspension plus souple. Voilà, c'est en général ça qui donne aussi la motricité. Et aussi des flancs plus hauts, effectivement, qui permettent de mieux se déformer, donc sous l'action des micro-bosses que vous pouvez avoir sur la piste, parce que il y a les bosses que vous voyez naturellement, vous voyez les voitures rebondir sur les grosses bosses, mais alors qu'une piste n'est jamais parfaitement plane, il y a plein de micro-bosses qui font qu'à chaque fois, une roue décolle plus ou moins sur de la piste, et fait que voilà, ça a beaucoup plus de difficultés à retrouver l'adhérence. Ça se voit bien quand il y a des slow-mo Oui. des vrais gros ralentis de genre de blocage de roue. On voit vraiment bien justement ce phénomène-là, et c'est vrai qu'avec les 18 pouces et les suspensions rigides, on voit que les roues n'ont pas de possibilité de plus s'écraser sur le bitume pour reprendre de l'adhérence. Donc forcément, ça complique un peu la chose. Mais bon, après, sous la pluie, en plus, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a le phénomène d'aquaplaning aussi qui aide pas non plus. Frédéric dans le chat qui nous rappelle lui ce que disait Jacques Villeneuve l'an dernier, on parle notamment de la marche arrière.
qui est un système assez minimaliste justement, hein. Il fait voilà pour fonctionner qu'une seule fois, histoire de gagner un peu de poids. On va pas mettre justement le même système que pour le reste des vitesses, et donc forcément ça fait que voilà, c'est peut-être parfois aussi parce que il y a des fois où simplement une procédure qui est très longue, il y a aussi des fois où la marche arrière ne s'enclenche pas et il faut y arriver 3-4 fois avant que ça ça ne fonctionne pour de bon. Mais c'est vrai que là on a eu quelques exemples ce week-end où voilà, il fallait attendre tranquillement que le pilote fasse toutes les petites manipulations pour Mais ça fonctionne parce qu'il y a quand même des années, je me souviens, quand le pilote cherchait la marche arrière, ben c'était terminé, ça marchait pas du tout, et il calait, et puis c'était fini pour lui, quoi. Là, en général, certes, ça prend du temps, mais ça fonctionne. ou alors on avait Yoshi Ide qui ne savait pas où était la Ce que j'allais marche dire. arrière. Sauf Yoji Idée qui n'a jamais trouvé. Il n'a jamais trouvé la marche arrière. Cherche C'était encore. absolument terrible. Mais rassurez-vous, ça pourrait être pire. Vous pourriez avoir le système anti-calage de l'IndyCar. Alors, chez Mercedes, Lewis Hamilton, George Russell qui font 3 et 4. Clairement, encore un bon résultat d'ensemble. C'est tout bête, mais on limite encore très bien la casse chez Mercedes ce week-end. Bien évidemment, pour tout vous dire, on marque plus de points chez Mercedes que chez Red Bull, par exemple. C'est tout con, mais si la Mercedes commence à très très bien fonctionner, ça peut toujours être intéressant en fin de saison. Lewis Hamilton, alors j'ai quand même été content pour lui qu'il puisse faire ce premier arrêt sous voiture de sécurité virtuelle. D'autant plus quand c'est arrivé également à George Russell plus tard dans le Grand Prix, je me suis imaginé si Hamilton avait dû faire un arrêt normal. Là, à un moment donné, je pense qu'il il pouvait tout abandonner, le hashtag bless ne fonctionnait plus du tout. Ici, tout c'est... Hashtag Kirst. Hashtag Kirst, hashtag j'en peux plus, hashtag là vraiment faut que ça s'arrête. Mais finalement, la troisième place donc de Lewis Hamilton, qui a été ma foi, en bonne... je l'ai trouvé compétitif, un peu plus conquérant justement que ce qu'on avait vu sur les dernières courses, donc ça fait assez plaisir. On a eu la bataille, rendez-vous compte, cette bataille avec Max Verstappen. Oh là 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 là. Petit aparté, j'en peux plus, moi. Ah, tout le monde est en train de dire, Hamilton, il va nanana, Alonso, il va tout faire pour faire chier Hamilton. Arrêtez. Ils sont tous fait déboîter par Verstappen, de toute façon. Déjà. C'est ça. Hamilton a tout fait. Hamilton a tenté de sortir de la piste, quelle honte. Bon, c'est bien qu'on les a... Vas-y, Franck. Non, vas-y, après j'enchaînerai sur le week-end de Mercedes. Ouais, je disais justement qu'on les a vus à la fin de la course, où dans la cool room, justement, Hamilton disait qu'en fait, quand il a vu qu'il ressortait à la hauteur de la Red Bull, après il la voyait plus dans ses rétros, puisqu'on rappelle encore une fois que les rétroviseurs d'une F1 ne servent quasiment à rien. Et du coup, il s'est demandé où il était en espérant qu'il avait pas foutu dehors. Donc, non, vraiment, pour le coup, il n'y avait pas de mais si je peux me permettre, ça fait 15 ans qu'il en F1, Lewis Hamilton. Il y croit encore au coup de Verstappen est là, il est plus dans mon rétro, il est plus là, il n'existe plus. Je pense qu'il va se demander où il était par rapport à la limite de la piste en fait. Mais après, il n'a pas fait une Schumacher, parce qu'on rappelle que Schumacher, quand il faisait ça, lui, il envoyait Ayrton Senna dans le... Juste parce qu'on est au Canada, ceci, cela, C'est une des raisons pour lesquelles la voie des stands a été changée quand même. Ouais. C'est la raison d'ailleurs, parce que ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit, sauf ce jour-là, en disant quand même, il a... Moi, je l'avais pas vu. Dépassé les limites, là, quand même. Vas-y, Franck, sur le week-end Mercedes. Oui, le week-end de Mercedes, effectivement, qui semblait tourner au désastre quand on a regardé les essais du vendredi. Parce que voilà, c'était vraiment le mot qui a été utilisé, c'était désastre. C'était effectivement le mot qui était utilisé notamment par Lewis Hamilton. Et finalement, cette Mercedes W13, ça y est, d'après Toto Wolff, ils l'ont comprise. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à distinguer ce qui cause le marchouinage de ce qui cause les rebonds. Donc en gros, ce qui est imputable à l'effet de sol, à ce qui est imputable en fait, à leur concept, c'est notamment la rigidité de la suspension qu'ils doivent utiliser pour l'instant. Donc je pense que c'est plus cet élément-là qu'il faut retenir du week-end de Mercedes que le résultat brut au 3e et 4e, qui est très très bien sur le plan comptable, mais ils savent très bien qu'ils vont pas jouer le titre cette année. Donc, podium pour Lewis Hamilton, c'est parfait. Voilà, il lui en fallait un. Conjurer un petit peu le sort. George Russell qui maximise encore une fois les points possibles, puisque son équipe est finie devant lui, certes, il va peut-être plus essayer de finir devant Lewis Hamilton, mais pour une fois, c'est pas le cas. Mais voilà, il est encore une fois dans un top 5, c'est impressionnant. Voilà, moi, ce que je retiens du week-end de Mercedes, effectivement, c'est plutôt ça. C'est plutôt les mots rassurants de Toto Wolff sur la suite. C'est-à-dire que là, ils vont arriver à Silverstone avec des évolutions qui, logiquement, devraient tenir compte de ces enseignements-là. Maintenant, on sait toujours que les ingénieurs ont toujours un petit coup d'avance. C'est-à-dire que si Toto Wolff vous dit au Canada qu'ils ont compris la différence entre le marchouinage et le rebond, c'est que ça fait peut-être quelques semaines qu'ils ont compris comment ça se passait et que les pièces qui vont arriver à Silverstone en tiennent déjà compte.
faut pas croire que ce qui a été découvert ce week-end à Montréal, ça va se traduire par des pièces directement sur la voiture dans 15 jours. Les processus de fabrication en Formule 1 sont quand même beaucoup plus longs que ça. Donc voilà, c'est un excellent week-end de Mercedes, donc ça permettrait effectivement voilà, s'ils arrivent effectivement à bien faire cette distinction entre marche-finage d'un côté et rebond de l'autre, ça veut dire qu'on peut avoir enfin, comme on en parlait effectivement au bout de 4-5 courses, Mercedes qui revient peu à peu dans la danse pour des podiums un peu plus réguliers. Je parle pas de victoire parce que ça me paraît encore un petit peu loin. Il reste quand même quelques 5-6 dixièmes qu'on va aller chercher avant de commencer à aller titiller Ferrari et Red Bull sur les premières lignes. Mais voilà, ça me permettrait de remettre le top team en scène pour des résultats un peu plus solides. Et voilà, ce que je veux retenir de ce week-end-là de Mercedes, c'est que, outre le fait que voilà, Lewis Hamilton, après un week-end complètement désastreux à Bakou, où il se plaignait beaucoup de son dos, de tout ça, ce qui a d'ailleurs suscité des directives techniques, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler en fin d'émission, mais voilà, sur le marsuinage, c'est que voilà, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux chez Mercedes, donc outre le résultat brut, c'est très rassurant pour la suite. Et ce qui est très bien pour Mercedes aussi, c'est qu'on voit que leur approche du week-end de vendredi fonctionne, c'est-à-dire qu'ils font toujours la même chose, ils prennent deux réglages très différents, le plus extrême et le plus éloigné de ce qu'ils pensent pouvoir fonctionner, ils le donnent à Hamilton, puisque forcément beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de retours techniques, de connaissances de ce genre de protocole et tout ça. Le réglage le plus, on va dire le plus conventionnel, il le donne à Russell. Et là, on voit justement que Hamilton était dépité vendredi parce que son expérience n'avait pas du tout fonctionné, comme à Bakou d'ailleurs. Sauf que ils ont dit, il n'y a pas de souci, celle de Russell a l'air de fonctionner. Et en fait, en début de course, ils étaient sereins en sachant que la voiture d'Hamilton avait été réglée du coup de cette manière-là et que ça allait fonctionner pour eux. Donc, on voit qu'il y a quand même, ils cherchent encore des choses parce qu'ils ont besoin de chercher des choses, notamment pour comprendre comment relever la hauteur de caisse et faire rouler ces voitures plus haut, parce que comme dit Wolf, toutes les équipes arrivent à faire rouler les voitures de plus en plus haut en gardant de la performance, nous non. Et on le voit, le pire c'était sur les photos à Monaco, je crois, celles qui sont prises de derrière à la nouvelle chicane, où on voyait que la Mercedes c'était vraiment le cul par terre, quoi, alors que effectivement les autres voitures ont un peu plus de marge. Et en fait c'est très bien comme ça qu'ils arrivent justement à tester des choses, à comprendre leur voiture. Et voilà, on voit que ça reste une équipe qui est très très bonne. Après, effectivement, les suspensions sont le gros problème de Mercedes parce qu'en fait, c'est ceux qui ont le plus pâti du nombre d'interdictions qu'il y a eu autour des suspensions, notamment qui consistait à décaler un peu les triangles de suspension et tout ça que Mercedes faisait beaucoup les années d'avant. En fait, ça maintenant, c'est plus autorisé, c'est beaucoup plus simplifié les suspensions. Et eux n'ont pas justement trouvé comment limiter la rigidité des suspensions sans ces décalages-là et sans des petites choses qu'ils avaient mises en place au fur et à mesure des années précédentes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les plus impactés par les pistes qui sont les plus bossées. Donc malheureusement pour eux, si les évolutions apportées à Silverstone ne règlent pas ce problème, ça va être très compliqué parce que Silverstone n'est pas une piste très lisse, c'est le moins qu'on puisse dire, mais après, ça devrait aller un peu mieux jusqu'à Austin, qui là sera une course aussi plus compliquée à ce niveau-là, mais d'ici là, ils auront sûrement encore avancé sur la compréhension de cette voiture. Encore une fois, mine de rien, les progrès sont là. Ça fait 2 grands prix de suite où ils terminent 3 et 4 et surtout la fiabilité est totalement présente. C'est-à-dire que cette voiture est toujours à l'arrivée. Pas un souci, hein. Hamilton aura le top 10 une seule fois à Jeddah quand il fait à Imola de mémoire, mais franchement c'est super bien et ouais, pas un problème. La voiture est vraiment tourne comme une horloge et du coup ça leur permet de profiter de ceux qui devant ne tournent pas comme des horloges. Donc à chaque fois ils marquent des points qu'ils ne devraient pas marquer et ils en sont quand même à 5 podiums cette année, donc c'est vraiment impressionnant. On en a 9 top 5 de suite pour Russell, hein, d'ailleurs maintenant. Et comme le dit Bruno dans le chat, effectivement, ils ont dit qu'ils allaient effectivement, alors pas qu'ils allaient tester des réglages moins extrêmes le vendredi, enfin du côté de Lewis Hamilton en tout cas. Lewis Hamilton a dit que ce serait bien si George pouvait un petit peu se coller à ce genre d'expérimentation, mais parce que voilà, il s'est rendu compte qu'effectivement en reprenant des réglages un peu plus conventionnels, il pouvait faire des week-ends un peu plus sympathiques côté résultat. Et je pense que Lewis Hamilton avait besoin aussi de retrouver cette sensation d'avoir un bon résultat dimanche, plutôt que de faire effectivement 8 courses, c'est ça, 8 courses avant le Canada. Effectivement, il s'est collé quasiment, il s'est sacrifié pour son équipe, effectivement, parce que voilà, c'est le chef de file, c'est lui le plus expérimenté, c'est lui qui connaît mieux les ingénieurs et comment ça fonctionne à Brackley. C'est vraiment qu'il s'est collé à ça, et au bout d'un moment,
Bon, à force de tester des trucs extrêmes qui ne fonctionnent pas, autant essayer de retester des trucs un peu plus conventionnels et puis voilà, de retrouver le sourire, un peu de motivation, de bonne humeur le dimanche avec des résultats qui lui vont aussi à lui et pas qu'à Russell. Donc effectivement, voilà, ce sera des réglations un peu moins extrêmes comme il l'a dit. Et s'il y a des choses à expérimenter, il aimerait bien que l'autre côté du garage s'y colle aussi. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, après, il faut se partager aussi cette charge de boulot. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'en début d'année, il faut pas oublier non plus qu'il y avait beaucoup de capteurs qui étaient montés sur la voiture d'Hamilton. En fait, à chaque fois qu'il y a eu des mesures à prendre et des kilos de capteurs à mettre sur la voiture, alors ça va pas non plus être 15-20 kilos, mais c'était toujours 1 ou 2 kilos de capteurs qu'on mettait sur la voiture d'Hamilton, jusqu'à une quinzaine de capteurs sur le plancher, je crois, en début d'année. Donc je pense que oui, effectivement, Hamilton a fait en apparence un début de saison qui n'était pas bon. Il a l'air de s'impatienter un peu plus que Russell, qui lui a l'air très comment dire, pragmatique face aux problèmes de la voiture, mais je pense qu'il est loin d'être fini comme certains le disent, et je pense qu'il est très près du niveau. Une fois qu'il pourra faire ses week-ends comme il le veut, sans avoir à faire des tests pour l'équipe, je pense qu'il pourra largement plus être dans le niveau. On sait que, en plus, Hamilton a besoin de vendredi hyper constructif pour aller mieux le week-end. Enfin, l'an dernier, il était toujours dans le travail de fond le vendredi, et c'était du travail de fond pour lui, pour préparer son week-end face à Verstappen. Cette année, il fait du travail de fond pour l'équipe, pour comprendre ce qui va pas sur la voiture. Et en fait, il arrive le samedi avec des réglages qui sont pas les siens, qu'il a pas testé. Donc c'est tout un ensemble de choses qui font qu'en fait, comme tu dis, il se sacrifie vraiment pour l'équipe. Et ça, malheureusement, il y a peu de monde qui le souligne, et c'est dommage parce que il fait un boulot énorme en coulisses, quitte à justement paraître moins bon que Russell et en tirer moins de lauriers. Donc je comprends qu'au bout d'un moment, Mercedes veuille un peu faire tourner les choses pour que Hamilton puisse aussi profiter un peu des progrès de la voiture, quoi. Nico le met de vas-y, Franck. Non, ce qu'il a dit justement à ce Grand Prix, c'est qu'il voulait tester un peu moins de choses, un peu moins extrêmes et le demander à Georges de le faire. C'est aussi un petit peu politique parce que le prochain Grand Prix, c'est Silverstone. À Silverstone, la W13 va être fortement évoluée. Et s'il y a peut-être des choses à faire tester, c'est peut-être plutôt du côté de Russell parce que Lewis voudrait bien avoir un week-end assez clean devant son public et signer un bon résultat devant son public. Je pense que c'est très important pour lui. Alors peut-être qu'il jouera pas le podium, effectivement, si les deux Ferrari et les deux Red Bull sont en rendez-vous dans la de fiabilité, ça sera une 5e place au mieux. Mais voilà, il veut être juste derrière en tout cas. Eh ouais, mais le meilleur Britannique au classement, c'est pas Lewis Hamilton, donc. C'est pas non. Donc à un moment donné, c'est compliqué. C'est vrai que le très gros motif de satisfaction pour Mercedes aussi, c'était quand même son rythme sur le dernier relais, où il a vraiment tenu pendant quelques tours derrière les. Il fait un beau dernier relais, franchement, c'est un beau Grand Prix. Enfin, il était aidé parce que Verstappen avait des pneus un peu plus vieux, mais c'est vrai que franchement, c'était quand même très très solide. Donc moi je pense que ça va de mieux en mieux, et je maintiens toujours mon pari du début d'année qu'Hamilton peut en gagner une et en gagnera une avant la fin de saison, parce que il y aura des Grands Prix plus compliqués avec des pénalités pour les voitures de devant, et d'ici là Mercedes ira mieux, et j'ai l'impression que Mercedes aura pas trop besoin de sortir des quotas de pièces, donc je pense pas qu'ils auront des tas de pénalités, sauf pour avoir des pénalités qui permettent d'avoir un gros rythme, un peu comme l'an dernier au Brésil. Donc les gars, s'ils en sont là et qu'ils jouent la victoire là-dessus, tant mieux. Mais moi, je vois toujours Hamilton gagner une course avant la fin de la saison. Disons qu'Hamilton, sur ce Grand Prix, moi, j'ai vu des phases remarquables. Ce qui n'était pas le cas précédemment. C'est-à-dire que remarquable, pas dans le sens extraordinaire, mais juste qu'on peut remarquer. Voilà. Là, il y avait quand même des phases où, effectivement, ce dernier relais, et même plutôt dans la course, on sentait qu'il avait un rythme qui n'était pas mauvais du tout. Et ça change évidemment des dernières courses où c'était un peu plus compliqué. Je rejoins un peu Nico qui le met sur le ton de la rigolade en disant que Russell à côté de la Williams de l'an dernier, il a l'impression d'avoir une fusée, donc il n'est pas inquiet. mais je pense sincèrement que lui, n'ayant quasiment pas eu de soucis véritablement depuis le début de l'année, enfin il y a eu Imola qui était un épisode pénible pour lui, enfin pénible dans le top 5, alors qu'Hamilton lui a connu un week-end vraiment pénible à regarder les ronds arrière de Piastri. Donc je pense aussi que voilà, la différence entre les deux est quand même très facilement compréhensible, sachant que, comme vous l'avez dit, voilà, Russell lui n'a pas fait véritablement ce travail de fond. Lui, il est juste là pour s'adapter à l'équipe, apprendre tout cet environnement qu'il a déjà un petit peu expérimenté lors de sa pige en 2020. Donc effectivement, il est sur des bases un peu plus simples peut-être que Lewis Hamilton pour cette saison. Si on inverse les rôles, peut-être que voilà, ce sera... Après, vous enlevez le chrono, je pense que Russell préfère peut-être piloter sa Williams de l'année dernière que sa Mercedes cette année. Parce que la fusée, c'est toujours relatif par rapport aux autres. Il avait moins Si vous prenez le comportement routier d'une Formule 1 et le fait que ce soit... on ne peut pas juger à quelques dixièmes près ou même à une seconde et demie près ce que c'est en termes de différence de temps autour. Je pense que la Williams de l'an dernier va être plus sympathique à piloter que la Mercedes cette année. C'est possible. Tout est relatif, à mon avis. Après, il a connu la Williams... Vas-y, Manu. Non, je disais, il a connu la Williams de 2019, donc il sait piloter tout et n'importe quoi, je pense. Non, mais en fait, il faut demander à Mick Schumacher.
Voilà, lui, c'est C'est vrai. l'étalon. Il a conduit un très tôt l'an dernier, une voiture qui cette année est beaucoup plus en compétition par rapport aux autres, mais est-ce qu'elle est vraiment plus sympa à piloter? Ça, je suis pas sûr. Très clairement. Oula, Nitram qui me parle de. Qu'est-ce que c'est pensé que Yuri Vips, bon Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Yuri Vips? Aïe aïe aïe. Ah oui. Ah oui, Yuri Vips qui a été suspendu par Red Bull. Non, mais c'est pas vrai. Oh non, mais c'est pas. Oh, il a fait une Kyle Larson. Bravo, Yuri Vips. Bravo, on le salue. Bien évidemment, puisqu'apparemment, il aurait dit un mot qui commence par N lors d'un stream sur Call of Duty. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Il faut pas faire ce genre de conneries, Yuri. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, à un moment donné. Il a pas tout à fait. Enfin, si c'est effectivement le cas, donc voilà, il vient d'être suspendu à effet immédiat par Red Bull, en attendant évidemment une investigation complète qui fera ils diront que c'est encore pire et ainsi de suite. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, Kyle Larson en 2020, justement lors du premier confinement, s'était fait dégager comme ça. Alors lui, c'était pas un mot qui commence par N, c'est un mot qui commence par un R, si je dis pas de bêtises. Non, c'était le N-word aussi. Ah, c'était le N-word, pardon, Oui, c'était j'étais le N-word. confuse. Toutes mes confuses. Il y en a eu. C'est-à-dire qu'en qu'en 4 streams de confinement, il y a eu 19 dramas. Donc moi, j'ai eu un petit peu de mal à suivre. Et donc, Kyle Larson qui a été donc viré à effet immédiat de son équipe de NASCAR, tout ça. Et maintenant qu'on a du recul, évidemment, on peut le dire, ça lui a vraiment ruiné sa carrière puisqu'il est devenu champion de la NASCAR Cup Series l'an dernier. Alors... Il a égalé le record de victoire en une saison, je crois. Oui, non, il a mis le branlé absolu à tout le monde l'an dernier. Même dans un championnat aussi... complexe à dominer que la NASCAR. Mais là, effectivement... Faire un petit aparté sur N-word. Le problème, c'est qu'en France, on a 2 significations pour ce N-word et je milite, moi, pour que l'Académie française vire la deuxième signification, celle qui consiste à aider un auteur à publier un bouquin. Voilà. Je ne veux pas citer ce mot parce que je ne l'aime pas du tout. Pour que nous aussi on puisse rentrer un petit peu dans cette logique anglophone où ce N-word doit être totalement banni de n'importe quelle conversation, que ce soit orale ou écrite. Tout à fait d'accord. C'est ce genre de choses, on ne rigole jamais avec ça. Et encore moins effectivement du côté des anglo-saxons. Donc, et c'est incroyable quoi. Enfin, juste une petite remarque homophobe dit Hyperdriver 25. Donc, il devait être en forme. Je sais pas si c'est la frustration de s'être planté à Bakou tout seul dans les têtes, mais... Il a fait un maxi best-of en fait, là, Yuri Vips, il nous a fait le supplément. Parce que Gasly a été renouvelé chez AlphaTauri peut-être. Ah mais alors je crois qu'il aurait insulté Pierre Gasly, ça serait mieux passé si tu veux. Tu vois, c'est un peu... C'est con. Il aurait viré Gasly, c'est un truc improbable. Regarde, vraiment, Pierre Gasly, c'est vraiment un sale petit con. Mais j'aurais dit, bah oui, alors, bah, il a des opinions, voilà, bon. Il a bien le droit de dire ce qu'il veut. Il aurait renvoyé Gasly en F2, c'est un truc improbable. Et il a raison, en fait. Marco qui dit oui. Tout à fait. Voilà, c'est vrai. C'est pas faux, bravo, Vips. Non, mais voilà, bon, bah écoutez, merci, Yuri Vips, pour tout. Justice pour moi. Ouais, pareil. Je crois. Ah, attendez. Ah oui, c'est Yuki Tsunoda que je viens d'entendre soupirer de bonheur dans mon oreillette. Tu vois, moi, Yuki Tsunoda, il joue à la PS5 tout seul dans son coin, il stream pas, bah, ça peut pas arriver ce genre de choses. Il a raison, hein, finalement. Ah, évidemment, en même temps, ils ont vendu 8 PS5 dans le monde entier à cause de la pénurie des semi-conducteurs. Il a pas beaucoup de gens avec qui il joue en ligne, c'est normal. C'est tout à fait logique. Mais là, bon, peut-être avec son livreur Uber Eats. Il a fini son. Je vais essayer de trouver son gamer tag un jour. tous les soirs, il commande des burgers, des sushis, des sandwichs, des machins, et puis il fait un petit FIFA avec le livreur qui vient et il s'amuse très bien. Il faut qu'il grandisse, ce monsieur là. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il mange. Ça n'arrivera plus. Attendez, parce que bête comme on connaît le bout de Marco, vous croyez qu'il genre il lui amène de la soupe tous les jours il croit... Enfin pardon, c'est un docteur. Excusez-moi, c'est un docteur, c'est un médecin. Donc c'est un médecin. Il doit avoir des vieux traitements un peu étonnants. Écartelés. Dans le camp Covid, il l'a écartelé pour essayer de le faire. C'est ça. Ça marche. Il est devenu tout flasque et là ça ne fonctionne pas du tout. Mais bon, écoutez, là voilà. Donc, on était obligé de rebondir sur cette info. Merci. Il a rien demandé au plus, le pauvre. Oui, parce qu'en plus. Après, il va demander, hein. Non mais ça, parce que Yuki Tsunoda, on est en train de lui en mettre plein la gueule.
sans aucune raison valable, alors que tout à l'heure, Alors qu'il y en avait quand on va parler d'AlphaTauri, on va Oui. pas se gêner, hein. Va pas falloir C'est vrai, c'est bon, valable. Là, ce sera tout à fait valable, mais là, non, bah, c'est assez. Bon. Je vais vous partage. On va la garder entre nous celle-là, mais je vous partage le lien d'un tweet que je viens de trouver, chers amis. Je vous partage ça sur notre WhatsApp. Je trouve que le tweet est extraordinaire, mais ouais, voilà, c'est assez formidable. En tout cas, bon, on a fait la petite parenthèse du Rivips. En tout cas, on aura parlé de lui dans le Grand Prix cette année, hein, parce que je vous rappelle que c'est une émission sur la Formule 1. Oh merde. Mais au moins, voilà, on a parlé de lui à un moment donné, donc écoutez. Je pense que c'est la dernière fois qu'on parlera de lui pour de la F1, quoi. Après, si dans 3 ans il est champion du monde de Formule 1, ça serait très surprenant. On va pas se cacher, parce qu'en plus. Je ne pense pas qu'une équipe voudra le prendre après ça. D'autant que malgré tout, il est très rapide, mais il finit aucune course, donc c'est pas non plus. Alors, Dan Ticktum a réussi à faire rebondir sa carrière à chaque fois qu'il se retrouve face au mur, donc franchement, ne soyons pas étonnés, hein, parce qu'en termes de. Oui, mais Dan Ticktum, tout Dan Ticktum qu'il est, n'est pas allé aussi loin que ça. Pas encore. Ah bah ça viendra évidemment. Non, parce que On compte sur lui. maintenant qu'il est très mauvais en Formule 1, la frustration va augmenter, si tu veux, donc il va y avoir un moment où ça va. Lui, ça ressortira sur Instagram comme d'habitude. Oui, il faut tout. Oui, non, mais voilà, lui, il est resté sur les. Il faut surveiller son Instagram. Il est sur les C'est réseaux encore sociaux, pire, pas ça, sur les parce que Twitch. Sur Instagram, tu prends le temps d'écrire, tu réfléchis à ce que tu postes. Mhm. Autant je peux comprendre que dans un stream, ta langue peut fourcher, tu dis merde, j'ai fait une connerie. Autant quand tu écris un post sur les réseaux sociaux, tu réfléchis quand même en général. Bon, enfin, après, le jour Bon. où Lewis Hamilton a tweeté sa télémétrie, je suis pas sûr qu'il soit passé par une case de réflexion très. Oh, il y a longtemps ça, monsieur. Blabouille qui nous dit TikTok, il a pas insulté Latifi. Oh, bah, si tu veux, on va plutôt te faire la liste des personnes qui oui. l'a pas insulté. Vous frappez, Oui. ça ira plus vite. Et effectivement, il a aussi dépassé le safety car pour percuter un copain comme dit Nico, mais pour moi, je place quand même tout ça légèrement en dessous de racisme et homophobie cumulés. Oh, même, je dirais même pas légèrement, tu vois, parce que bon, après, ça reste con comme c'est pas permis. Ouais, ça, il est Le mec, il a ruiné une carrière quand même avec ça. Et pas la sienne. pas très équilibré. Pas la sienne, c'est ça qui est très, très fort. Hyper Driver que dit après Cordell a toujours un volant. Ah oui, mais Cordell non. Cordell a un Je sais volant, mais ne l'aura pas dans 15 jours. Ouais. Puisqu'il a été suspendu. Il est suspendu, Marie Cordell. Et non, de toute façon, j'allais dire, mais il fait que les trucs en piste. Et non, il fait pas que les trucs en piste. Ah non. Il paye très cher ce belge là, mais c'est le seul belge qui a trouvé de l'argent pour pouvoir financer quelque chose. Non, pour pouvoir mais garder Franck, des choses en volant. c'est-à-dire que même moi, je sais pas d'où il sort. Mais en fait, c'est juste l'entreprise de BTP de papa qui est genre une des plus grosses entreprises de la Belgique, je crois. Ah, d'accord. T'as jamais vu des trucs marqués Cordel sur des chantiers Apparemment, il y a même sur le logo de sa boîte dans une station de métro à Bruxelles, je crois, mais c'est vraiment un truc colossal en fait. Ce que j'aime beaucoup quand même, c'est toute cette manière que vous avez tous, chers amis français, de vraiment tenter de le dire correctement, parce qu'on a senti Manu qui était à 5 dixièmes de dire Cordel, celui Cordel. J'ai voulu garder un peu de subtilité sur l'accent justement pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus. Parce que c'était allé dans le caricatural dans le Racing Café la semaine dernière, donc j'ai voulu mettre un petit cran en arrière. Mais là, on dit bravo pour l'accent. Cordel. Donc c'est un copain de Lance Roller. Ouais, ils sont un peu dans le même. Ouais, Cordel Group, bah, chapeau. Je sais pas du tout qui sont ces gens. Mais... Le Stroll Group. Bravo à eux. Merci en tout cas de nous permettre de voir un tel talent, en 2 mots, hein, s'exprimer en piste tous les week-ends. Enfin, pas en piste le prochain week-end de F2. Du coup. Le talent d'être différent surtout. Hein. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien, Manu. Non, moi je suis client de ce genre de. Ça fonctionnait très très bien ça. Donc écoutez, on verra un petit peu ce que ça va donner hein, pour Yuri Vips. Autant vous dire que s'il parvient à rester, je dirais, enfin, c'est un peu, en fait, cette investigation qu'il lance, c'est un peu comme les investigations en F1 quand vous avez machin aurait dépassé la vitesse limite dans les stands. En général, ça débouche sur une pénalité. Hein. Il y a quelqu'un de la com qui va juste regarder le stream demain et faire ah bah oui, et puis il va se faire virer. Il l'a dit. Ah oui, Ouais. il l'a dit. Ouais, il l'a dit. Bon, bah écoutez, hein, on va pas donner plus de temps de parole à ce sympathique personnage. Merci Alexandre d'ailleurs pour l'abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va enfin pouvoir parler de l'équipe la meilleure des autres, s'il vous plaît. Alpine. Bon, on va parler d'Esteban Ocon parce que l'autre, ouais, je suis fond du trou depuis dimanche. Mais donc une 6e place pour Esteban Ocon et une 9e place pour Fernando Alonso parce que Fernando Alonso a un ego
surdimensionné qu'il ne devait donc absolument pas laisser passer Valtteri Bottas, peu importe ce qu'il en a coûté. Bah, du coup, ça vient d'écouter 5 secondes. Quoi qu'il en Et deux places. Totalement mérité d'ailleurs. pour Oui, avoir non, des- mais à un moment dans- donné, moi j'en peux plus. Hein. C'est très compliqué de défendre le gaillard, hein, parce que je ne suis pas fan de lui outre mesure, mais à un moment donné, c'est pas bien. Voilà, peut-être qu'en lui parlant directement, c'est pas bien, ça peut... clairement. Fais Faudra autre un peu plus court et tu enlèves les lunettes, on pourrait croire que c'est. Ouais, moi, je viens de m'en rendre compte seulement maintenant, mais bon, on rappelle, hein, le Action Mass Paul, très sympathique, le bouquin est très cool, tout ça. Mais qui a eu l'idée d'écrire le nom Alonso sur Kimoa? Enfin, à un moment donné, tu le mets là à la rigueur, Alonso sur ses yeux, on s'en fout de ses yeux, mais le sponsor casquette, c'est important. Non mais voilà, il a fait du Alonso, enfin bon, là autant vous dire que il a fait du Alonso tout le week-end. Samedi, il a été merveilleux, il a fait une qualif formidable et vraiment c'était génial. Et dimanche, il a été insupportable. Mais on peut le comprendre parce que quand vous avez deux safety cars virtuels et que vous vous arrêtez lors d'aucune d'entre elles, c'est pas très malin quand même. Hein. Et un problème de moteur aussi qui n'a pas aidé. En plus, voilà, c'était pas facile. Après, effectivement, pour commencer par le commencement du week-end, son tour de qualif a été complètement fou. Enfin, ses tours de qualif, parce qu'il a toujours été au niveau, même en essai libre, en fait. Je comprends sa déception de dimanche. Après, je veux pas l'excuser parce qu'il est toujours un peu pénible, mais je comprends sa déception de dimanche parce que le week-end, il est parti pour qu'il fasse bien mieux, quoi. J'ai rarement entendu... Je ne l'excuse pas parce qu'il est un peu pénible, hein, quand même. C'est un petit peu chier. Non, mais c'est juste, ouais, après, il tombe dans ses travers à chaque fois, mais c'est vrai que je pense que samedi, avec le rythme qu'il avait vendredi, il a dû commencer à penser que ça pourrait être vraiment très bien. C'est sûr que ça pouvait aller mieux. Après, on se doutait quand même qu'une fois qu'on savait que le Grand Prix serait sur le sec, c'est pas pour rien que tout le monde a commencé à fantasmer sur le fait qu'il pourrait passer Verstappen au départ, parce qu'il y avait que là que ça pouvait jouer. Et d'ailleurs, il a fait à peu près le pire départ de sa carrière. Hein, bravo, il a dit 3 fois qu'il avait passé Verstappen au départ, donc au bout d'un moment, tout le monde attendait qu'il le fasse. Tu vois. Voilà, puis il a pris un départ, mais alors... extraordinairement mauvais. Moi, j'étais très content qu'il soit deuxième au pré-virage. Parce que je m'attendais plus. C'est vrai. Je le voyais se faire dégommer par tout le monde. Ça aurait été sympa de l'avoir en tête quand même, histoire. Ah oui, ah non, mais rien que pour le train pendant 3 virages, là, moi j'aurais trouvé ça très rigolo. Mais Guy Sully, en tant que critique au sujet de Fernando cette chaîne, ça me fend le cœur. Non mais j'ai le malheur d'être lucide vis-à-vis de Fernando. Ça restera mon préféré, c'est voilà, pilote formidable. Mais l'humain... L'humain à côté en week-end de Grand Prix, c'est complexe, quoi. Ouais. C'est ça. Alonso, week-end top, je pense que question performance en piste, il n'y avait rien à reprocher là-dessus. Mais effectivement, le côté politique, encore une fois, au tout début de course, voilà, quand Ocon doit effectivement bloquer un petit peu, je crois que c'est Hamilton qui est derrière lui, qui lance comme la petite phrase à la radio, bon, vous savez ce qu'il doit faire, en gros, voilà, je joue mon jeu. Et après, voilà, effectivement, les différentes plaintes, surtout le comportement, au final, voilà, en bloquant Bottas pour la 7e place, alors que c'est un comportement qu'il critique lui-même tout le temps. Quand il en est victime, il n'hésite pas oui, mais ça, c'est parce qu'il est espagnol. Les pilotes qui le font. En fait, quand il en est victime, il le critique, et quand il n'en est pas victime, c'est qu'il le fait lui-même. Donc, c'est ça. Comme la chicane de Miami, enfin la fin de course de Miami, c'est un peu pareil. Ouais, mais moi j'estime j'estime quand même que si c'est rigolo, la FIA devrait avoir une certaine clémence. Nous, ça nous a bien fait rire quand il a coupé la chicane de Miami, donc il n'aurait pas dû mettre de pénalité. C'est ce qu'ils avaient fait en Russie, non? Ils avaient été assez cléments avec son charcutage. Voilà. On a tous trouvé ça très drôle, donc pas de pénalité. Voilà. En gros, la FIA devrait mettre dans les points de règlement, si le community manager de la Formule 1 peut en faire un tweet hype avec des smileys genre machin, eh ben on laisse couler. Voilà, à un moment donné, ce serait... C'est vrai. Bruno qui demande, il a fait quoi à Bottas? À part changer 9 fois de ligne dans la ligne droite. Alors, ça en soi, c'est relativement autorisé, parce que ça, c'est un truc quand même où j'estime que la FIA n'est jamais très claire dans ce truc-là, c'est que y a des moments où le zigzagging est autorisé, et des moments où ça ne l'est pas. Donc ça, c'est pas clair. Par contre, il est vrai qu'à un moment, bon, Bottas a quand même dû piler dans la ligne droite, parce que sinon il est bouffé Alonso. Mais ça, voilà. Je trouve que... c'est vraiment trop limite.
C'est vrai que Voilà, typiquement, ils ont rien dit à Albon qui, en début de course, a fait des trucs un peu sales sur Bottas aussi. Se décaler à l'intérieur pour l'empêcher pour l'intérieur, et quand Bottas voulait passer à l'extérieur, il se rabattait à l'extérieur pour le bloquer. C'est vrai que je comprends pas, effectivement, mais encore une fois, on en revient toujours au même problème, la constance de la FIA, qui n'est pas capable de prendre deux mêmes décisions sur deux mêmes situations. Alors évidemment, Albon était légèrement moins violent que Alonso, qui semblait avoir un problème de direction, mais malgré tout, il y avait quand même un vrai problème aussi dans la façon de défendre d'Albon, qui était double en fait dans le mouvement. Donc il n'aurait pas dû pouvoir défendre à l'intérieur puis à l'extérieur. Et il a fait 3 ou 4 tours de suite qu'on a vu à la télé, puisqu'on avait vu à Bakou que la FIA avait besoin que les choses soient télévisées pour prendre des décisions. Là, on voit que non, c'est à Monaco d'ailleurs. Là, on voit que ça a été télévisé et que la FIA n'a rien fait non plus. Donc c'est toujours un peu compliqué la constance. Moi, je suis, enfin, on est d'accord. Est-ce que moi, j'ai toujours, parce que Frédéric nous dit le zigzagging est autorisé par règlement, mais seulement s'il est fait d'initiative et non en réaction. Moi, j'ai pas forcément tout suivi. Ce que tu viens de me citer là, Frédéric, c'est une règle d'IndyCar pour moi. La F1, la règle a toujours été un changement de ligne, basta. Et c'est toujours la règle. Et elle n'a pas changé. Mais à partir du moment où, ça alors, Fernando Alonso est le premier à le faire en Grande-Bretagne l'an dernier, et on lui dit plus rien, je comprends pas. Nitra me dit, on peut parler d'Abu Dhabi 2021 pour l'exemple. C'est rigolo en soi de dire ça, mais ce que fait Max Verstappen l'an dernier à Abu Dhabi, Lewis Hamilton fait la même à Petrov en Malaisie en 2010, et il se prend au moins une remontrance de la FIA qui dit à la prochaine fois c'est pénalité. Donc il y a tout un système, et là Alonso fait le truc. Alors effectivement ici, Graham aussi, peut-être que c'est la distance qui a fait que là il a une pénalité, mais à un moment donné, il faut l'inscrire dans le règlement. Parce que le règlement dit un changement de ligne, dans ce cas-là, t'en pénalises énormément. Alors, le problème, c'est qu'on appelle ça la juridiction de Max Verstappen, parce que c'est lui qui a un peu initié ça, ces zigzags en défense. Voilà, donc ça, grâce ou à cause de lui, selon mon point de vue. Belgique 2015. C'est ça, que cette clause de règlement est arrivée. Sauf que c'était notamment en phase de freinage. C'est-à-dire qu'effectivement. Oui, lui, c'est le problème, c'était en freinage, oui. Effectivement. Voilà. Là, effectivement, là où c'est discutable, c'est qu'effectivement, on cherche effectivement plutôt à sortir l'autre pilote de son aspiration. Effectivement, lui donner le moins d'aspiration possible dans la longue ligne droite. Donc, dans quel cas ça peut être autorisé, effectivement, de zigzaguer à une droite pour essayer de sortir l'autre pilote de son aspiration. Ça reste encore sujet à interprétation. Là où le changement de ligne n'est pas autorisé, et c'est très clair, c'est dans les phases de freinage, et ça, je pense que ça a été bien absorbé par tous les pilotes en termes effectivement de comportement en piste. J'ai rarement vu de choses très dangereuses de ce côté-là, à part Magnussen dans son époque avant son retour, où de temps en temps il bougeait un petit peu, mais ça avait été bien absorbé. Maintenant, effectivement, avec ces F1 extrêmement rapides en ligne droite, l'importance de l'aspiration est devenue beaucoup plus cruciale qu'en 2017, 2018 avec ces Formule 1 avec une porte traînée. Et du coup, devoir sortir son pilote de son aspiration, ça devient assez essentiel, effectivement, pour pas se faire avoir au freinage. Donc je peux comprendre qu'on a envie de sortir le pilote de son aspiration. Voilà, derrière, ça c'est aussi beaucoup vu à Monza, voilà, ça s'appelle le coup du dragon, c'est ça? Il me semble bien que c'est le nom qui est donné à ça. Est-ce que c'est autorisé, voilà, en début de ligne droite, en milieu de ligne droite, en fin de ligne droite, avant le freinage? C'est là où effectivement où la FIA devrait essayer de préciser un petit peu les choses. Je pense qu'il y a un différentiel de vitesse qui est beaucoup trop important, je pense qu'effectivement là il faut clairement mettre un holà à ça, parce que sinon ça peut mener à des drames. Je pense qu'ils s'en sortent, parce qu'à mon avis, dans le règlement, ça doit être indiqué que tu n'as le droit à un changement de trajectoire pour défendre ta position. Et à mon avis, ils doivent pouvoir s'en sortir en disant bah ouais, mais l'autre était à 5-6 dixièmes, il ne m'attaquait pas. Et donc, ils doivent pouvoir se dire qu'au moment où je ne défends pas ma position, j'ai le droit de faire ce que je veux en piste. Mais c'est pour ça que la FIA devrait être beaucoup plus claire. Alors, soyons d'accord, moi, la pénalité d'Alonso est totalement méritée. Et si on met un règlement qui est logique, on va me dire que je prêche pour ma paroisse, mais IndyCar, je suis désolé, il y a quand même pour moi le meilleur règlement en termes de défense qui soit, c'est vous faites littéralement ce que vous voulez tant que c'est avant le mec derrière. Voilà. Si vous réagissez à son mouvement, c'est une pénalité et c'est très clair. En fait, c'est finalement c'est blanc ou noir et c'est vraiment pas compliqué. Et ici, Alonso a très clairement réagi à ce que faisait Bottas, donc il aurait mérité une pénalité. Mais moi, comme l'a dit aussi Manu, c'est ce côté constance qui n'existe pas au niveau de la FIA et que voilà, il y en a un qui se prend une pénalité
parce qu'ils ont envie d'en donner une, et il y en a un qui ne la prend pas. Donc c'est assez complexe, quoi, à véritablement quantifier tout ça. Il faut, je sais pas ce que ça. Et comme tu dis, en plus, c'est constant sur le même Grand Prix. Alors, on aura en plus des commissaires différents, ça pourrait se comprendre. Là, c'est les mêmes commissaires. Donc, C'est arrivé une heure plus tôt. Ça va beaucoup. Ils devraient quand même, en une heure, je pense qu'ils n'ont pas été suffisamment fatigués pour que leur jugement soit altéré, quoi. À un moment donné, ça devrait faire. Donc, il y a quelques pancakes dans le bide, et puis voilà, ça a dû les assoupir, quoi. Mais du coup, bon, alors après, Esteban Ocon, joli Grand Prix quand même, hein, on peut le saluer. Alors, joli Grand Prix, et puis surtout, il se prend une espèce de torrent de merde sur les réseaux sociaux. Lui, il remercie Yuri Vips, du coup, parce que maintenant les gens sont passés sur autre chose. Mais il se prend encore des sauts de merde alors qu'il a juste fait son travail. Moi, je trouve ça assez formidable. Rien à redire. Bah oui. C'est un petit peu. Ouais, c'est ça. Un peu plus timide samedi, bien plus constant en course. Voilà, il a fait le boulot. Je l'aime bien parce que c'est vrai que sur les dernières années, c'était plus s'il faisait une mauvaise qualif, il remontait pas en course, quoi. Il restait un peu dans ces positions-là. Ici, on voit que il a quand même une palette beaucoup plus large et que depuis le début de l'année, il fait du bon travail, Esteban Ocon. Donc c'est un petit coup de chapeau pour ce qu'il a fait ce week-end. Messieurs, Yuri Vips s'est excusé. Donc c'est bon. Il a dit je veux absolument m'excuser pour le langage offensant que j'ai utilisé lors d'un stream de gaming un peu plus tôt aujourd'hui. Ah, c'est pas Jim Clark qui aurait fait ça. Le langage utilisé est absolument inacceptable et ne représente pas les valeurs et les principes qui sont miens. Je regrette terriblement mes actions et ce n'est pas un exemple que je veux montrer. Je vais entièrement coopérer avec l'investigation. Là, pardonner ton stream, de toute façon, je vois pas ce que tu peux faire. Tu crois qu'il va se passer quoi? À quoi tu pensais, dans tes valeurs, voilà, c'est ça. Soit il va se prendre un vieux truc de programme de trucs pour être plus poli et tout ça, soit il va juste se faire virer, mais... s'il est plus poli avec Helmut Marko en tant que maître d'œuvre, ça risque d'aller, ça va être quelque chose. Et tu as raison, Michael, Jim Clark ne faisait pas ça, et ses streams étaient très bonne qualité. Moi, alors, personnellement, le stream où il a fait un react du Grand Prix d'Espagne 52, je l'ai trouvé génialissime. C'était vraiment... Et puis sur iRacing, il touchait quand même. Ah, il était pas vrai. Moi, je suis très, très mécontent d'ailleurs qu'il a arrêté les streams Jim Clark parce que vraiment... Je le préférais sur Grand Prix 2 Microprose, moi. Le combo clavier-souris était toujours au sommet avec Jim Clark. Juste avant qu'on passe à une autre équipe après Alpine, je voulais juste quand même aller un peu plus loin dans la réflexion que ce propre Grand Prix. C'est que sur ce Grand Prix-là, on a quand même vu que Fernando Alonso était toujours là, qu'il avait toujours la niaque, il était rapide, qu'il était performant, et qui justifie, à mon avis, pleinement le fait qu'il soit reconduit l'année prochaine si c'est Alpine qui devait décider. Et donc, du coup, peut-être, effectivement, on a placé Oscar Piastri, du coup, chez Williams, comme ça se murmure à partir de 2023. Donc, pour ceux qui pouvaient encore se poser des questions sur la volonté, l'envie, la motivation et la rapidité de Fernando, je pense qu'il n'y a plus aucun doute possible pour personne que Fernando, s'il veut rester et que Alpine veut qu'il reste, il sera encore là l'année prochaine. Et de toute façon, je pense qu'effectivement, ce sera 2 ans de plus pour lui parce qu'il a l'air d'être vraiment motivé. Et oui, ça me paraît... Encore une fois, c'est toujours le problème avec Alonso. Des fois, il semble un peu pénible, un peu... Enfin, c'est toujours limite au niveau de la com et tout, mais le fait est que quand il faut faire le boulot, il le fait. Donc après, je peux pas vraiment. Enfin, c'est toujours un atout. Et je pense que son expérience est de toute façon un atout énorme pour Alpine, parce que je pense que techniquement, il apporte énormément à l'équipe. Non pas qu'Ocon apporte rien, mais justement, je crois qu'ils bossent tous les deux très bien. Ils ont un style de pilotage qui est hyper proche l'un et l'autre. Et pour Alpine, c'est tout bénef. Du coup, ils peuvent développer la voiture d'une seule manière et je pense que ça les aide aussi. Et on voit que la voiture est vraiment bonne. Moi, je trouve que de plus en plus, Alpine, il y a des motifs de satisfaction. Ils passent pas loin de revenir à égalité avec McLaren ce week-end. Finalement, ils le sont pas, mais ils sont très proches de la 4e place. Et vu les performances de la voiture ces derniers temps, et vu surtout McLaren qui a l'air quand même encore empêtré dans pas mal de problèmes, j'ai tendance à penser que Alpine est aujourd'hui favorite pour la 4e place, puisque Alpha est peut-être un peu plus rapide au global, mais moins fiable. Donc, je sais pas comme ça. Il y a une base solide chez Alpine, et c'est peut-être ce qui va aussi convaincre Alonso de rester, c'est que la voiture, elle a été bonne partout. Alors, pas très bonne, mais elle a été bonne partout, sur tous les circuits. Sur les 9 circuits, elle a toujours été ou dans le top 6 ou dans le top 10. Quoi. Donc, ils n'ont pas fait un week-end catastrophique depuis le début de saison. Voilà.
Quand on part de ça, je pense qu'il y a une bonne base pour construire sur l'avenir. Et elle n'a pas de gros défauts. Que 91 Grand Prix, c'est ça? Ouais. Il reste 91 maintenant. Après, s'il parle de course, il reste 90 du coup. si on compte les courses sprint. D'ailleurs, on demandait tout à l'heure, non, c'est pas à Silverstone, la course sprint, ce sera en Autriche. Cette année, il en reste 2, Autriche et Brésil. Du coup, pour ces courses sprint du samedi. Alfa Romeo, ça fait plaisir quand même. Guan Yu Zhou, moi c'est tout con, mais Guan Yu Zhou 8ème. Je suis super content pour lui. Il fait une belle course, il a bien, il finit. Belle qualif aussi, sous la pluie. Une seconde set de Bottas, il fait des très belles qualifs. Ça fait plaisir quand même là. Il bat deux fois de suite Bottas en qualif et il était parti à Bakou pour marquer des points avant que sa voiture ne lâche. Et là, il en marque et encore, il n'est pas forcément très aidé par la stratégie, qu'il en renvoie derrière Stroll et qu'il n'arrive pas à passer. Mais avec une stratégie un peu meilleure, il finit devant Bottas et donc ça aurait fait une 8e place facile, une 7e place pardon. Et franchement, très gros rythme toute la course, très bon week-end. Deuxième très bon week-end de suite pour lui. Il réduit grandement l'écart en qualif ces derniers temps. Et moi, franchement, je trouve qu'il est vraiment hyper solide. Donc, je suis très content parce que l'an dernier, il s'est pris, pareil, comme tu disais tout à l'heure pour Ocon, il s'est pris des torrents de merde parce que il prenait la place de Pourchère, soi-disant. N'empêche qu'aujourd'hui, il fait un boulot assez incroyable. Et je ne vois absolument pas Vasseur le remettre en question pour l'an prochain. À mon avis, c'est tout bénef en fait. Il est hyper bosseur. Il est hyper impliqué, il a envie de réussir, il est très content, il a l'air de fédérer l'équipe parce que sa radio post-Grand Prix était vraiment très très bonne et on voit déjà que c'est un vrai leader d'équipe. En tout cas pour ses ingénieurs et tout, il était vraiment très très content et il utilisait beaucoup le oui, c'était vraiment on a fait quelque chose de très bien et tout ça. Et en plus de ça, il rapporte du fric. Donc dans tous les cas, il y a zéro raison pour Alpha de se passer de Joe. Et Bottas fait une excellente course aussi. Donc franchement, pour moi, chaque Grand Prix qui passe montre que Vasseur a fait un excellent choix. Donc, 2 excellents choix. On rappelle que dans cette émission, il s'en est pris un peu plein la gueule, mais uniquement parce que moi, je le trouvais pas très bon. Rien à voir avec Théo Pourchère, bien évidemment. Justement, c'est ce que je voulais rappeler, ce que j'ai dit il y a plusieurs lives déjà, c'est que un très bon pilote de F2 ne fait pas forcément un excellent pilote de F1. Par contre, un excellent pilote de F2 ne fait pas forcément un très bon pilote de F1. Donc, c'est effectivement toujours une question d'adaptation. Si les voitures vous conviennent, si l'ambiance de travail, la méthodologie, les procédures, tout ça vous conviennent, vous pouvez passer effectivement d'être un pilote de F2 moyennement considéré ou plutôt bien considéré à quelqu'un de très performant, voilà, qui est capable de s'épanouir en Formule 1, comme un pilote de F2 qui est extrêmement bien drivé par des voitures, des monoplaces qui sont quand même toutes à peu près les mêmes, des ingénieurs qui règlent pas les choses de la même façon, qui après se lancent en Formule 1 dans un monde complètement différent et qui se retrouvent un peu perdus par tout ça. Donc Guan Yu s'est pas fait avoir par tout ça. Et il est capable effectivement de bosser, de se travailler sur les réglages, son équipe avec Valtteri et de s'en sortir effectivement extrêmement bien. Voilà. Le petit point négatif, c'est comme d'habitude pour moi chez Alfa Romeo, c'est qu'ils n'arrivent pas à bien bosser le vendredi. C'est encore ça leur coûte certainement des meilleures positions sur la grille, meilleurs résultats. Encore une heure de perdu pour Bottas. Ouais. Il en a. Je pense qu'ils sont déçus en fait. Non mais simplement ils l'ont engagé en étant champion du monde des essais libres. Ils ont dit non mais voilà, tu feras qu'une séance par week-end comme ça. Tu montreras ton talent sur 1 heure, tac. Non mais vraiment un beau week-end chez Alpha, ça fait plaisir. Encore c'était 8, ça fait 10 points quand même. 10 points, c'est plus que l'an dernier si je dis pas de bêtises pour Alfa Romeo. Donc c'est encore très très bon à prendre pour eux. Autant dire là que le Canada était en furie puisque Lance Stroll termine 10ème. Je réponds juste à une question parce qu'on nous demande dans le chat c'est Zhou Guan Yu ou Guan Yu Zhou. Donc en fait c'est Guan Yu Zhou quand c'est européanisé, mais en Chine c'est Zhou Guan Yu. Donc voilà. Les deux se disent. L'équipe communique avec Zhou comme étant son prénom, mais en fait effectivement en Europe du coup ça inverse. Donc, voilà. Oui, il y a quelques pays comme ça effectivement où on inverse le nom et le prénom. La Hongrie aussi, tiens, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, mais en Hongrie par exemple, on inverse parfois aussi. On croit que c'est dans un sens et en fait c'est dans l'autre. C'était facile. C'est presque une blague de jeudi ça. Comment ça se C'était ni bon ni mauvais. Hein. Oh là. Allez-y le chat si vous avez vous aussi. C'est d'autres blagues de nationalité. Blagues comme ça. L'autre a calé à pied par la Chine. Hein.
Touzo Manieux qui nous éclaire, merci. Ça c'est fort, merci. Merci beaucoup. Non mais hey, Lance Stroll 10e, franchement, je pense qu'on n'aurait pas vraiment prévu d'avoir un Canadien dans les points ce week-end. Et lui non plus. Là, ouais. Voilà, était compétitif ce week-end hein, quand même. Ils ont commencé à trouver le mode d'emploi de cette version évoluée. J'ai rien à dire sur Lance Stroll pour une fois. Moi, il n'a pas fait un mauvais week-end. Il a sauvé les meubles entre guillemets. Mais c'est pas mal, hein. Franchement. Aston, bon, la stratégie n'était pas idéale pour Vettel, mais la voiture évoluée, faut dire ce qui est, va vraiment mieux que l'ancienne. Hein. Pour le coup, ça marche pas mal. Et ils sont dans le bon groupe, ça y est, ils rejoignent vraiment le bon peloton. Ils sont encore un peu à la traîne par rapport à des Alpine ou Alpha, mais Vettel continue d'enchaîner les bonnes qualifs, donc c'est plutôt bon. Là évidemment ils sont foirés, mais parce que ils ont raté des réglages en fait, ils ont fait des petites modifications, et je pense que quelqu'un a dû foirer quelque chose parce qu'ils sont passés d'une voiture hyper bonne le vendredi à une voiture catastrophique le samedi, mais le potentiel était là, et même le samedi matin d'ailleurs la voiture allait très bien, donc je pense effectivement chez Aston ça bosse bien, et du coup c'est plutôt rassurant pour eux. Après moi je suis là pour le coup le point de Stroll c'est sympa à domicile parce que comme ça lui permet d'être un peu plus heureux. Non, je dirais pas que lui ça a modifié son niveau de bonheur, qui est de toute façon exactement le même depuis 4 ans. Ah si, son interview d'après-course ça a duré 33 secondes ou 25. Donc, ce qui veut dire qu'il était over the freaking moon. Bien évidemment. On a eu 25% de temps d'interview en plus, c'était colossal. Vous avez pu écrire au moins 4 mots de plus, ce qui est quand même... Petit point d'alerte quand même, côté Aston, moi c'est sur Vettel quand même. Pas sur ses performances, mais sur son engagement à côté des Grands Prix quand même, parce qu'il avait arboré effectivement certains messages anti comment ça s'appelle ça, minage, les forages, les minages effectivement, donc un casque spécial pour dénoncer un peu ce qui se passait, et le jour de la course il est revenu un casque un peu plus normal, disant que c'était un petit peu je pense que là... Je pense quand même qu'au bout d'un moment, il y a des doigts un petit peu qui doivent se faire taper dessus. Faudrait pas que ça devienne une distraction un petit peu trop chez Aston Martin non plus, ce genre de choses hors piste. Voilà. C'est tout con, mais je pense que chez Aston, on lui a aussi dit, écoute, t'es gentil, Sébastien, mais enfin le patron est canadien quand même, quoi. À un moment donné... je pense qu'on lui a dit, t'évites les messages anti-pétrole, là, juste autour de Aramco. Alors lui, je pense que c'était fait pour... Parce qu'effectivement, je pense qu'il est pas spécialement heureux d'avoir Aramco comme sponsor titre. Mais là, c'est vrai que le duo course au Canada plus message qui tacle le secteur d'Aramco, je pense que c'était un peu too much. Et à mon avis, quoi qu'en dise Mike Crack, il s'est fait taper sur les doigts Je pense que Aramco a dû intervenir, Ouais, je pense aussi. Je m'en vais, pardon, je m'en remettrai jamais, hein, faut pas vous inquiéter. Surtout que maintenant, ce qui est terrible, c'est que j'ai remarqué que Gaëtan Vigneron, qui commente les courses sur F1 TV, dit vraiment Mike Crack. C'est-à-dire qu'il y a plus de Mike, hein, c'est... Il disait bien Michael Crack, mais là... Ah, maintenant, et là, on l'a vu, d'ailleurs, ce week-end, on a vu ce week-end Mike Crack, qui en parlait, parce qu'en plus, il est accent anglais, donc moi, je suis à chaque fois par terre, je rate 2 tours, hein, quand il parle de Mike Crack, donc forcément, c'est assez rigolo. Moi, je veux qu'il reste chez Aston Martin très longtemps, juste pour ça. Très beau t-shirt Aston Martin, d'ailleurs, Michael. Comment, Franck? Il a très très beau t-shirt Aston Martin, Michael. T'as vu? Et il m'a coûté que 75 €. Vraiment, j'en suis. Parce qu'il était en solde. En promo, à moins 50. J'ai profité des soldes parce que sinon j'avais pas assez sur mon PEL. Mais là, non, j'en suis ravi. Tu voulais acheter un polo, mais ta banque a dit non, c'est ça? Attends, à un moment donné. Si, j'aurais pu, mais sur 25 ans, c'est un peu. Ça devenait un peu compliqué. Les taux étaient élevés, tout ça, c'était chiant. J'apportais pas les garanties nécessaires, tout ça. Donc. D'ailleurs, je cherche un garant, hein, bien évidemment, parce que j'aimerais payer le porte-clés Aston Martin. Donc, si quelqu'un d'entre vous a les reins solides. Est-ce que Aston Martin existera encore dans 25 ans? Pas sûr, hein, ou alors ça aurait été revendu 8 fois parce que Lawrence Stroll s'en sera lassé, bien évidemment. Ça aurait été revendu à un riche mania indien qui appellera ça Force India, comme ça la boucle sera bouclée. Avec une espèce de coupe iroquoise complètement pété là. Un mulet. Le mec, on rappelle, hein, respect infini à Vijay Mallya, enfin en tout cas juste pour le côté iroquois qui se termine en mulet, parce que ça c'est une merveille. Parce que... Il devient quoi, Vijay Mallya d'ailleurs? Toujours en cam. Et il essaie toujours de ne pas aller en tôle, c'est assez compliqué. C'est fou, et il y arrive et c'est magnifique. C'est une grande réussite de sa part. Ça donne espoir. C'est beau, vous aussi. Croyez en vos rêves, bien évidemment. Vous autres, fiscaux, gardez le cap.
Si lui va pas en tôle, nous n'ira pas non plus. Hein. Ah voilà, j'avoue que si franchement, ce serait honteux. Je trompe de 10 euros sur ma déclaration, merde. Si vous avez des soucis avec le fisc et tout ça, parce que vous avez mal déclaré, tentez la défense de ouais, mais Vijay Mallya, hein, bon, et ça peut passer. Comme une lettre à la poste. Derrière Aston Martin, eh ben on a McLaren. Ça va, Manu? J'ai connu mieux, honnêtement. 11e place pour Daniel Ricciardo, 15e pour Lando Norris. Maintenant, peut-on quand même vraiment poser la vraie question? Lando Norris est-il finito? Enfin, son arrêt au stand est-il finito? Parce que, vu le temps que ça a duré... Il a fini tard, là, au stand. Mais non, après, c'est... Je crois que le gros problème chez McLaren, c'est les déclarations de Norris, là, depuis quelques jours, qu'il n'arrête pas de dire qu'en fait, la voiture est une merde. Et genre là, hier, il a dit, oui, effectivement, on a fait des bonnes performances, mais c'était jamais dû à la performance de la voiture. Et par contre, sinon, la plupart du temps, elle est mauvaise. Et là, j'ai fait, ok, c'est bien, ça se passe bien chez McLaren. En fait, Lando Norris, c'est Laurent Baffy. Vous vous souvenez de ce film qu'il avait réalisé, et sur l'affiche, c'était marqué « N'y allez pas, c'est une merde ». Ouais, c'est ça. Je pense que Lando Norris, c'est pareil. Ah, c'est chaud, hein. Franchement, c'est pas... McLaren, c'est pas terrible. La légende raconte que McLaren cherche toujours la roue, nous dit Giggs. C'est vrai qu'il était très long, cet arrêt. Hein. C'était infernal. Mais s'il y avait eu que ça ce week-end, franchement, entre le problème de fiabilité en qualif, le manque de rythme, enfin, c'était une catastrophe. Norris, il commence à devenir Alonso du hyper driver. C'est pas un compliment. Hein. C'est vrai que c'est sorti sur la... Voilà, on va même appeler ça des saillies sur la MCL 36, sont vraiment hyper violentes, hein, parce que de plus en plus, il dit que la voiture n'a vraiment rien pour elle et que elle est pas bonne, quoi. Donc, bon, après, ça arrive toujours les week-ends où ils se battent par Ricciardo, mais coïncidence, je ne pense pas. Mais quand même, ça montre que c'est pas serein chez McLaren, quoi qu'ils en disent quand il y a un résultat correct. Ce qui n'est pas arrivé depuis un moment. Oui, ça commence à devenir un peu inquiétant. Ça daté. Surtout que bon, on disait. Enfin, quoique, voilà, il n'y a pas de virage rapide, tout ça. Ils vont arriver à Silverstone. Tout ira bien. Tout ira. Tout commencera à aller. Pardon. Tout se passera. En tout cas, le week-end se passera. Mais passera pas. À l'inverse d'Alpine, je vois pas. Je disais tout à l'heure, j'ai en fait mes favoris pour la 4e place. Je vois pas McLaren tenir sur la longueur. Je les vois finir 6e derrière Alpine et Alpha parce que ils arrivent pas en fait à vraiment mettre la main sur quelque chose qui fasse que la voiture aille mieux. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué là pour McLaren en ce moment. Williams qui fait 13 et 15 hein, du coup avec Albon et Latifi. Bon. 13 et 16. Oui, 16, oui, oh, bah ça va, c'est des Anglais les deux, là. Le mec a rien compris. La reine, c'est leur chef à toutes les deux, bon bah. Non, mais une 16ème place de Nicolas Latifi, toutes mes confuses. C'était pas terrible, et puis eux aussi, ils ont dit, bah oui, bah c'était pas bien. Il n'y a pas vraiment de truc constructif. Latifi a dit qu'il y avait un problème. Il a vaguement sous-entendu qu'il y avait un truc qui dans sa voiture n'arrivait pas qu'il n'arrivait pas à faire, que Albon réussissait à faire. Donc, moi, je pense que malheureusement, c'est l'interface volant baquet. Mais alors après, moi, j'ai vu. Alors moi, Manu, tu m'excuseras, mais je suis un spécialiste F1. Parce que j'ai regardé les 4 saisons de Drive to Survive et j'ai très clairement vu dans l'épisode sur Nikita Mazepin, peut-être que tu connais, il était pilote chez As l'an dernier. Il a dit la voiture elle va pas bien, ils ont changé la voiture, il a fait un Grand Prix de Russie exceptionnel. Avec une 15e place à la clé, avant-dernier. Branlée monumentale à Mick Schumacher. Qui a abandonné sur la, si je dis pas de bêtises. Donc à un moment donné, il n'y a pas Magnussen comme équipier. Hein. Il a peut-être raison, Latifi, et j'ai bien hâte de voir l'épisode de Drive to Survive où il lui change la voiture et il finit 14e du Grand Prix de France avec les hurrahs. D'ailleurs, il est très constant parce que j'avais vu un tweet qui était dévastateur, qui a mis donc George Russell et Monsieur Constance depuis le début de saison. Latifi aussi parce qu'il fait quasiment que des 14e places depuis quelques Grands Prix. Vraiment, il est très constant. On dirait les 11e places de Giovinazzi l'an dernier, c'est triste. Alors que nous avons une 4e intervenante dans cette émission. Ah, bah enfin, voilà, ça va faire monter les audiences, évidemment. Mais le chat a changé de place. Le chat. Oh merde. Regardez-moi ça, la chatte qu'il a, la chatte. Benoît Père qui est arrivé parmi nous. Merci Alex, notre ami québécois qui vient de s'abonner de nouveau sur la chaîne. Bah écoute, on parle de Nicolas Latifi, bravo, 16e. Je lève ma gourde bleue. Voilà, à Nicolas Latifi et cette belle 16e place.
Bon, messieurs, on va pouvoir parler. Il ne reste plus que 2 équipes, hein, cela dit. Vous avez vu, on a enquillé aujourd'hui. Hein. Bon, AlphaTauri, ça fait 14e pour Pierre Gasly et abandon du Yuki Tsunoda. On l'a dit tout à l'heure que Tsunoda, on n'allait pas lui en mettre trop parce qu'il n'y avait pas de raison. Mais enfin là, maintenant, il y en a une. Parce que la bourde à la sortie des stands, quand même. Alors, Verstappen et Sainz ont dit qu'ils en étaient pas loin, machin. Oui, d'accord, mais ils l'ont pas fait. C'est un peu le souci. C'est une bourde qu'on pourrait nommer de coultardesque. C'était vraiment ce genre de gaffes qui sont réservées aux plus grands. Donc, Puis en plus, il l'a perdu vraiment. Enfin, c'est bizarre la façon dont il perd la voiture parce que après, je pense que la piste était froide et tout, mais les pneus aussi. Mais il perd la voiture et du moment où il a pas l'air très en grosse survitesse, mais il est incapable de l'arrêter et de la ralentir, quoi. Un sous-virage monumental. Ouais, il freine trop tard sur la bosse. Hein, il y a une petite bosse aussi à cet endroit-là. Ouais. Et donc à mon avis, ça l'a pas aidé, mais bon, encore une fois, ils ont été 18 au moins à faire des arrêts au stand sur ce Grand Prix, quoi. Et il y en a un qui est sorti, donc c'est un peu bête. En gros, c'est ce que je voulais un peu souligner sur Twitter. Mazepin aurait fait la même, l'an dernier, il se serait fait éclater. Latifi aurait fait la même ce week-end, pareil. Et là, bon, Yuki Tsunoda, on n'a pas dit grand-chose, mais en soi, voilà, c'est une faute assez... mais d'ailleurs, AlphaTauri, gros week-end de merde, hein, encore une fois. Entre les problèmes de fiabilité, les pénalités, les accidents, les mauvaises stratégies, il n'y a rien qui s'est bien passé chez eux. Une vraie catastrophe. Si Hamilton aurait fait la même, on aurait tapé la voiture. Mais c'est pas possible, allez, tout ce marsouinage. C'est honteux. Non, mais ouais, dans AlphaTauri. Délicat. Tsunoda, je trouve, en fait, c'est dommage. Après, on a l'impression que je tape dessus, mais c'est avec quand même une once de sympathie. Et ça me touche parce qu'il était quand même sur une bonne lignée, quoi. Il avait fait des bons grands prix récemment et c'est dommage. J'espère que ça va pas en fait lui remettre un petit coup au moral comme l'an dernier, où pendant 10 grands prix, il était là à avoir peur de faire quoi que ce soit avec la voiture. Faut qu'il garde ce côté un peu plus concurrent parce que voilà, comparé à Pierre Gasly, il est pas à la ramasse du tout. Mais là, c'est vrai que pour le pauvre, même pour le pauvre Pierre Gasly, qui va rester en plus 1 an de plus dans cette équipe, ça a été confirmé sans être confirmé. Ça, ils sont très forts dans le giron Red Bull. Là. Les confirmations de Franz Tost sont toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Oui, mais moins que celles d'Otmar Szafnauer. Hein, parce que les confirmations d'Otmar Szafnauer sont des négations. Là, si je suis Oscar Piastri et que je lis donc Otmar Szafnauer qui a dit c'est bon, Piastri sera en F1 l'an prochain, je m'inquiéterais. Hein. Je commencerai à lorgner du côté d'IndyCar, le WEC ou tout ce que tu veux parce que il n'y aurait pas de volant disponible. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que oui, bon, Franz Tost qui dit mais c'est bon, il sera avec nous l'an prochain. D'accord. Et le contrat? Pas de contrat pour l'instant. Je m'emmerdais. Franz Tost a été assez détestable dans sa conférence parce qu'il a dit qu'il avait hâte qu'il y ait 24 courses par an parce que de toute façon ça faisait du fric en gros et que le reste ne comptait pas. Oui. Et la troisième connerie qu'il a sortie, c'était je sais plus ce que c'était, il a sorti une aussi, c'est si les pilotes ne supportent pas le merchandise, ils vont rester à regarder les grands prix devant leur télévision. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en même temps, si les membres d'équipe se plaignent des voyages, ils ont qu'à rester chez eux. Il a sorti une 4ème aussi. Il a dit que si un Grand Prix ne payait pas, pour la Belgique, et ben dehors. Voilà. En gros, t'as de l'argent, t'as le Grand Prix, t'as pas d'argent, tu dégages. Voilà. Moi, je citerai bien Lewis Hamilton. C'est qui Franz Tost? C'est le gros moment d'histoire de la Formule 1. C'est le sous-fifre de Marco et Horner. C'est ça. Il fait passer les messages en mode Yuri Vips. C'est l'œil droit de Helmut Marko. Je l'ai de nouveau en tête ce moment où vraiment. Ah, c'était magnifique. Pour ceux qui l'ont pas, c'est un moment. On parle à Lewis Hamilton, on dit ouais, Franz Tost a dit que. Il dit qui? C'est qui Franz Tost? Franz Tost, le patron d'AlphaTauri. Et là, Hamilton joue très mal en disant ah oui. C'était incroyable. Alors, en fait, il voit pas du tout. Tu voyais vraiment qu'il avait aucune connaissance du mec. Quoi. Je pense qu'il l'a croisé 3 fois, je ne sais pas qui c'était. C'était assez incroyable. Je suis arrivé un jour dans le garage, il a fait il est sympa le chauve là chez AlphaTauri, c'est Gerhard Berger, c'est ça, mais il est cool. Il a pris un petit coup de vieux, mais il est sympa. Hein. Je lui ai parlé quand il roulait chez Ferrari et tout, c'était cool. Il a roulé avec Senna. Il n'avait pas l'air de comprendre de quoi je parlais. Mais... Il a roulé avec Ayrton Senna, vous voyez Ayrton Senna, mon idole. Mais là, franchement, c'était le plus grand moment. On rappelle, on vous fera un jour cette émission où on essaiera d'imaginer tous les gens du paddock que Lewis Hamilton ne connaît pas. Et ça peut être... il doit en connaître un petit peu plus cette année quand même, parce que il a reculé, le garçon. Il a découvert des équipes, tu sais. C'est ça. Il a vu, mais c'est quoi cette voiture blanche et rouge? Il y avait des gens derrière moi. Il y a une Williams qui a dépassé. Les gars, je comprends pas. Il y a un drapeau bleu qui vient de me dépasser. C'est pas possible d'habitude, ça.
On les agite en bord de piste, hein, maintenant. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a une voiture rose. Waouh. Ah, c'était Kimi Raikkonen qui nous a fait une belle. En même temps, il avait été ce que nous tous étions pendant des années dire. C'est quoi cette espèce de Force India Racing Point, je sais plus comment ça s'appelle. Là, on pouvait largement le comprendre. Bien évidemment. Alors que sachez qu'on vient de me voler des cars en sac. Non, ce sont des crimes punis. Oui. Punis par la loi, ça. Punis par la loi, on me dit dans l'oreillette. Oh, tout de suite on utilise la... Mais tu n'aimes pas. Mais c'est pas parce que... Le problème n'est pas que j'aime ou pas les cars en sac. Ça, ce n'est pas le souci. C'est le principe. Ça n'a rien à voir. Comme si on te volait ton poster Alpine derrière toi. C'est pas parce que t'aimes Alpine. C'est le principe. Garde mon poster, monsieur. On me vole pas mon poster. C'est bon poster. Non, pas ça. Bon, en même temps que Zoé se dit en même temps, elle est abonnée, c'est vrai qu'elle fait un petit peu... Enfin non, non, parce que sinon je vais avoir une file de gens en bas de chez moi qui vont commencer à me prendre tous mes trucs, ils vont passer, ils vont piquer le micro, la bouteille, la biographie de Lewis Hamilton, comme ça ils vont tout me voler, ça va devenir... Hein. Putain, il y a quelqu'un qui va voler la casquette de la mauvaise foi. Attends, parce qu'on me demande c'est quoi des cars en sac. C'est ça, des cars en sac. Ah oui. Bravo la pub, bravo le placement pub. Dedans, il y a de la réglisse. Voilà. Oui, c'est très mauvais. Et des très mauvais pour le cœur. C'est du coup pour ça que j'aime pas. De quoi, Franck? Il y a beaucoup voilà, c'est des colorants, du sucre et c'est très mauvais pour le cœur. C'est très mauvais pour le cœur, on dit. Mais c'est très bon. Mais Des tic-tac qui puent, dit le breton du désir. Ah, le breton qui dit des tic-tac qui puent. C'est vrai qu'on... Ah, la violence. Oui, oui. En tout cas, on est en train de faire une digression digne du Racing Café. Là, mais... Tout à fait, toutes mes excuses. As. Voilà. Alors, du coup, les cartes. Si le week-end s'arrêtait le samedi, c'était très bien. Mais le week-end s'arrête pas le samedi, Manu, les points sont donnés le dimanche en Formule 1, bien évidemment. Sauf en Autriche, il gagne pas à Lagos. Oui, mais l'avantage, c'est que Mick Schumacher sera quand même 9ème lors des. Mais c'est vrai qu'au moins, ils auraient marqué 7 points un samedi comme ils ont fait au Canada si ça avait été en Autriche. Donc là, ils n'avaient vraiment pas à faire des bonnes choses. Non, mais c'est vrai que c'est dommage parce que là, tout leur arrive au pire moment. La voiture était bonne, ils étaient rapides et tout. Et puis en fait, Schumacher n'a pas de chance. Je suis très content pour lui. C'est pas une erreur de sa part. Donc au bout d'un moment, il n'a rien à se reprocher. Et puis Magnussen, comme à Barcelone, il va se frotter un peu trop près de Lewis Hamilton, puis il en paye encore le prix. Donc, et en plus, il a dit oui, je comprends pas pourquoi on m'a dit de rentrer au stand, alors que le mec, il a l'aileron qui pend, quasiment prêt à casser. Donc, il a dit oui, si on peut plus rouler avec une voiture égratignée, c'est pas. Oh, ça partait, c'est pas grave. Hein. Moi, j'étais plus du côté. Ils ont rien donné à Magnussen ou ils ont donné une pénalité quand même, je sais plus. Non, ils ont rien donné. Il a dû rentrer. Il a dû rentrer au centre changer. Enfin, oui, il a dû rentrer pour l'aileron, mais pour l'impact avec Hamilton, je pense que. Non, c'était clairement un incident de course. On était sur un incident de course, hein, voilà, on est d'accord, effectivement. Là-dessus, c'était serré. Hamilton le tasse un petit peu, mais ce qui est de bonne guerre parce qu'il était devant. Magnussen résiste un peu, c'était pas. Mais c'est dommage. C'est dommage, vu la qualif, d'aller bêtement annihiler ses chances comme ça, parce que donc il finit évidemment 17ème avec Surtout que je pense que Gene Haas devait être dans les parages, donc ça a dû lui faire bien plaisir le samedi. Tu sais, Franck, qu'il soit là ou pas, de toute façon, il est présent, toujours aussi souriant sur les photos d'équipe, donc... Il s'est photoshopé quoi qu'il arrive. Pas de soucis, il est là absolument partout. Mais non, Mick Schumacher, c'est vrai que c'est dommage. Après, début de course qui était pas top non plus, hein. C'est malheureusement, voilà, ça continue à être un peu dans les mêmes travers, mais là, problème mécanique, il pouvait Après, la voiture est lente, hein. Là, franchement, Schumacher n'a vraiment rien à se reprocher. Il rentre dans le rang un petit peu, hein. C'est vrai qu'ils ont bénéficié de la pluie, mais... Il a fait un très bon week-end, Schumacher, et c'est dommage que ça se termine comme ça. Il a peut-être pas gagné grand-chose, mais il a peut-être pu marquer un point, vu comme la course s'est déroulée avec une bonne stratégie. Donc c'est dommage pour lui, mais au moins, je trouve que ça fait quand même 2 courses où il est... à Bakou, il était lent, mais au moins, il fait pas de conneries. Et là, on voit que justement, il a fait ce que tout le monde lui demandait, c'est-à-dire pas de conneries et proche de Magnussen. Donc au moins, c'est vraiment le gros point positif pour Haas ce week-end, c'est que Schumacher, montre que c'est pas non plus le nul qu'on nous vend depuis 3 semaines, parce que c'est vrai que lui aussi, putain, qu'est-ce qu'il a pris sur les réseaux sociaux. Et ça fait du bien de le voir aller mieux et de le voir souffler un peu. Donc, j'espère que ça va continuer pour lui. Ouais, retenons de ce week-end-là pour lui les qualifications, effectivement, sous la pluie, quand même. Là, il faut quand même pouvoir exploiter effectivement une F1 de 1000 chevaux. C'est pas évident. Il a quand même été dans les meilleurs pour ça. Donc, ça laisse augurer d'un
un potentiel, comme on dit depuis 1 an et demi, et qui tarde à se dévoiler, mais qui peut se dévoiler un jour ou l'autre. Maintenant, il a cette épée de Damoclès sur lui qui fait que s'il en fracasse encore une, ça risque d'être la porte de sortie. Ouais. C'est pas évident de piloter dans ces conditions-là, quoi. C'est ça. C'est être serein, effectivement. Voilà, ça doit pas être facile, mais bon, il peut au moins se dire qu'il a fait un bon week-end ce week-end-là, et que c'est malheureusement un petit coup de malchance qui le voit abandonner Michou. Alors, au niveau du championnat des pilotes, eh ben, je vais cliquer sur le lien parce que je l'avais pas préparé, tout est confus. J'ai le championnat constructeur, mais d'abord les pilotes. Max Verstappen est donc en tête avec 175 points, Sergio Perez deuxième avec 129, Charles Leclerc est troisième avec 126 points, devant George Russell et Carlos Sainz. Ça y est, plus que 9 points d'écart entre les deux, Sainz est presque quatrième du championnat. Allez, Attends, il va abandonner nous 2 fois. Et puis oui, il va la mettre dans le bac et tout ira bien. Il va faire un bac à gravier, un moteur en vrac et c'est bon, il y aura encore 30 points. Un bac à gravier le samedi en Autriche, voilà, comme ça. Il perd des points le samedi, il perd des points le dimanche et tout est formidable. Lewis Hamilton est 6ème de Rolando Norris, et puis Valtteri Bottas, Esteban Ocon et Fernando Alonso. Fernando Alonso qui en est quand même à 21 points de son équipier. Qu'il en a que 39, hein, donc c'est pas non plus. C'est pas comme j'étais à 250 et 21 points de moins, non, c'est pas terrible non plus. Ouais, mais faut voir l'avantage, faut voir la bonne chose. Après 4 courses, il avait, ou 5, dans 4 courses, il avait 2 points. Il avait 2 points. C'est mieux. Il est sur une bien meilleure dynamique, très clairement. Red Bull qui est évidemment en tête du championnat avec 304 points, 228 pour Ferrari, hein, l'écart est toujours assez colossal au championnat constructeur, mais rien n'est joué. Mercedes 3ème, donc avec 188 points. Ils sont qu'à 40 points de Ferrari, hein. Ils sont à moins d'un doublé en fait. C'est assez fou. McLaren est 4ème devant Alpine, Alfa Romeo, mais tout ça se joue en 14 points. AlphaTauri est 7ème avec 27 points, 8ème place pour Aston Martin devant As, un point d'écart, hein, seulement entre les deux équipes. Le point de Lance Stroll, ça y est. Et puis Williams donc en dernière position, avec 3 points depuis le début de la saison. Le prochain Grand Prix, comme ça vous avez tout évidemment, ce sera donc en Grande-Bretagne les week-ends du 1er au 3 juillet. Maintenant messieurs, pour rapidement terminer cette émission, la fameuse directive anti-marsouinage, anti-rebond de la FIA, bien évidemment ici, bon, nous sommes entre spécialistes, bien entendu, mais si vous pouviez l'expliquer pour des gens qui n'auraient pas forcément compris exactement de quoi il s'agissait, moi je vais juste écouter avec grande attention. Pas parce que je n'ai pas compris, mais parce que c'est évidemment mon rôle dans cette émission. Mais si vous pouviez le rendre vraiment très simple à comprendre, pour que je puisse enfin comprendre de quoi il s'agit, ça m'aiderait énormément. Tu se lances. Tu vas, Manu, j'y vais ? Vas-y. Non, effectivement, alors, suite effectivement aux plaintes, on va prendre un petit peu le contexte. À Bakou, il y a eu un briefing des pilotes le vendredi soir qui a été extrêmement animé entre les pilotes, la FIA, et on sait aussi que les patrons d'équipe assistent normalement à ce briefing. Voilà. Et plusieurs pilotes, on va dire tous les pilotes sauf Alonso, ont quand même souligné que les monoplaces de cette année rebondissaient énormément. Alors, à ce moment-là, effectivement, il y a un petit peu un mélange entre le rebond et le marsouinage, parce qu'il y a effectivement ce qui est induit par l'effet de sol et ce qui est induit effectivement par la rigidité de la suspension sur les bosses. Et à Bakou, les deux phénomènes existaient. C'est-à-dire qu'il y avait un gros marsouinage pour les voitures qui en souffrent, notamment les Mercedes, aussi un petit peu les Ferrari, et dans la moindre mesure d'autres équipes, et aussi un rebond à cause de suspension trop rigide sur les bosses. Donc en fait, là, vendredi soir, après les 2 premiers essais libres à Bakou, grosse alerte rouge côté pilote, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Puis voilà, 10 jours se sont passés, et puis la FIA a sorti donc une directive technique quelques jours avant le Grand Prix du Canada, sur fond de sécurité et de santé des pilotes, voilà, parce qu'effectivement la santé des pilotes est un petit peu en jeu, parce qu'effectivement en termes de tassement de colonne vertébrale, de dos, de tout ce que vous voulez, le fait de subir des compressions verticales, effectivement comme ça sur les rebonds ou le marsouinage, ça leur fait effectivement très mal à long terme, notamment du côté de Mercedes qui a affirmé que leurs pilotes prenaient parfois jusqu'à 6G ou 7G, donc c'est-à-dire 6 fois ou 7 fois le poids de leur corps sur un rebond. En fait, un Lewis Hamilton qui pèse 80 kg, et ben sur un rebond, il en pèse plus de 500. Ça veut dire que votre dos, votre vertébrale, elle doit subir 500 kg de charge, ce qui est énorme. Multipliez ça par le nombre de bosses et le nombre de marchandages que vous avez sur la ligne droite fois 50 tours, 60 tours, 70 tours, vous imaginez un petit peu ce que ça doit être en termes de souffrance pour le pilote. Donc la FIA a décidé de mettre en place une directive technique un petit peu à l'arrache, mais saluée
au moment où c'était publié, tout le monde, même voilà, Manu, moi, on a un petit peu salué ça, effectivement, de devoir contrôler un petit peu ce personnage. En gros, à partir de ce Grand Prix de Montréal, on allait mesurer les oscillations verticales, c'est-à-dire quelle était la force subie par les pilotes lors de ces rebonds de ce marsuinage. Et voilà, du coup, gros tollé parmi effectivement les équipes, puisqu'il y a des équipes qui ne souffrent pas du tout de ce phénomène, très peu. On dit, mais à quel niveau est-ce qu'on définit qu'une voiture est trop dangereuse? Personne n'a de données là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on sort cette directive quelques jours en Montréal, alors qu'il n'y a donc qu'une seule équipe, entre guillemets, Mercedes, qui est concernée par ce problème? Voilà. Donc gros bisbille entre la FIA et les équipes et les pilotes, parce que les pilotes aussi ont déclaré que c'était pas normal que les équipes disent blanc d'un côté et noir de l'autre, et le contraire. Donc voilà, il y a effectivement un jeu politique qui s'est mis en place là derrière pour que les équipes n'aient pas appliqué cette directive. En gros, Mercedes souffre de marsuinage, à eux de régler le problème. N'en faites pas souffrir les autres. Sauf que les pilotes disent, pour la plupart de leur côté, même s'il n'y a pas le marsuinage, il y a quand même des suspensions hyper rigides, des rebonds, qui quand même nous tassent les vertèbres au fur et à mesure. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte sur cette directive technique, qui pour l'instant n'est pas appliquée, n'est pas applicable, parce que voilà, on ne sait pas définir quel est le seuil maximal d'oscillation toléré pour un véhicule. Et s'il y a trop d'oscillation, la FIA a défini une limite, logiquement, il pourrait y avoir disqualification d'une voiture. Pour l'instant, à Montréal, il devait y avoir des prises de mesures. Il y en a eu qu'en partie, puisqu'il y a eu que le vendredi, mais le samedi s'est déroulé sous la pluie, donc c'était pas possible. Je ne sais pas si à Silverstone ils continueront les mesures ou s'il y aura application de directive technique, mais pour la plupart des équipes, la directive technique n'est pas applicable. Voilà, en l'état, c'est ce que dit Ferrari, c'est ce que dit Red Bull. Alors que Mercedes, via la voix de Toto Wolff, dit qu'il faut arrêter de jouer à ce genre de jeu. Même si c'est une directive qui peut pénaliser Mercedes, a priori, il en va de la santé des pilotes, c'est d'après Toto Wolff. Pour résumer, grosso modo. Non, c'est très bien. Effectivement, Silverstone, ça peut être un week-end compliqué parce que vous avez passé des virages à 250-300. Ça risque de taper en virage, et c'est ce que dénonçait George Russell notamment à Bakou. Donc, on l'avait appelé de nos voeux lors de l'émission de la semaine dernière, en disant on espère que la FIA va se saisir du problème. Écoutez, la FIA s'en est saisie. Bon, les équipes en sont pas très contentes pour l'instant, mais au moins c'est un début. Et le problème en fait c'est le double discours, c'est que Christian Horner est vent debout contre cette directive, alors que Toto Wolff souligne bien que et Max Verstappen et Sergio Perez se sont plaints de ces rebonds. Donc en gros ils disent blanc d'un côté, mais quand il s'agit d'avoir une directive technique, finalement non, c'est pas trop ce qu'on a dit, il faut arrêter de déformer, il faut arrêter de parler pour nous. En gros, le service com de Red Bull et les patrons de Red Bull ont dit à leurs pilotes, vous avez peut-être été un petit peu trop loin en public, dites que tout va bien chez nous, et puis on essaiera d'essayer de se passer de cette directive, quoi. Mais bon, je pense que c'est un petit peu trop tard, il va falloir effectivement agir, quoi. Ouais, je pense que là ça va être compliqué à partir du moment où on a des pilotes de plusieurs équipes différentes. Ça a regroupé tout le monde, et maintenant... 19 sur 20, à part Alonso, la mauvaise foi. Non mais c'est incroyable, il est fou. Après, en même temps, l'Alpine l'Alpine ne marsouine pas. Ne marsouine pas, donc effectivement, ça peut se comprendre. Mais Ocon, lui, a aussi eu quand même des chocs assez violents sur sa colonne vertébrale. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours très marrant de se dire qu'il y en a 19 qui étaient d'accord sur un truc et qu'il y en a évidemment un qui était obligé d'ouvrir sa tête. Pour ne pas dire. Exact. On nous parle de la question, là, Nico, qui nous dit dans le chat, et quid de la technique sur le renfort supplémentaire. Effectivement, dans le genre complotisme, on va pouvoir dire ça. Mercedes est arrivé à Montréal avec une solution permettant d'avoir un deuxième renfort de fond plat, c'est-à-dire que pour rigidifier encore plus le fond plat pour éviter que ça marchine, la directive technique autorisait d'avoir 2 renforts de fond plat. C'est-à-dire, en fait, c'est les petites tiges qui partent de la carrosserie vers le fond plat pour vraiment soutenir le fond plat pour éviter qu'il s'affaisse trop donc sur les lignes droites. Donc il y avait 2 renforts de chaque côté en expérimentation le vendredi. Sauf que toutes les équipes se sont étonnées que Mercedes avait cette solution entre guillemets dans la poche, alors que la directive technique n'avait été émise que je crois 1 ou 2 jours avant. Donc en gros, est-ce que Mercedes avait été tuyauté dans cette directive technique, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils avaient en réserve au cas où ils arrivaient à influencer la FIA pour que ça puisse arriver? La question reste posée. En tout cas, Mercedes ne l'a pas utilisé sur la suite du week-end, donc la question d'une disqualification ou d'une protestation
ne s'est pas posé. Mais effectivement, le fait d'avoir cette solution déjà prête à peine 48 heures après l'émission de la directive a posé pas mal de questions. Après, je vois pas comment ils auraient pu, comment les autres équipes auraient pu prouver que c'était en réaction à la directive, alors que Mercedes teste énormément de choses depuis le début de saison. Donc au final, ils ont testé un truc qui d'ailleurs n'avait pas grand-chose à voir avec l'encoche dans le plancher de Hamilton et qui n'a pas fonctionné. Donc sauf que directive technique ne vaut pas règlement. C'est ça le problème, c'est que directive technique ne vaut pas règlement. Directive technique doit être là pour clarifier le règlement, pas pour l'amender ou le compléter. C'est ça, le gros souci. C'est la FIA 2022, enfin, mon cher Franck, ça y est, on invente des choses comme ça, tac, tac, tac. Et puis c'est formidable. Mais que voulez-vous ? En tout cas, on verra, on y verra peut-être plus clair, évidemment, lors du prochain Grand Prix. En Grande-Bretagne, le Grand Prix, donc, à Silverstone. Autant vous dire que vous allez souvent nous voir au mois de juillet, hein, bien évidemment. 4 Grands Prix. Et donc, du coup, 4 émissions. Ouais, parce qu'on est comme ça. Ça veut dire que je dois faire des émissions pendant les vacances, moi. Depuis la plage, ça passe, non ? Comment ouais, c'est ça, attends, parce que je regarde. Donc, on a le Grand Prix le 5, hein, enfin, non, le week-end du 3, pardon. Donc, l'émission le 5, l'émission le 12, l'émission le 26. Ah non, ça va, le 26, je suis rentré. Tout va bien, c'est merveilleux. Tout a été formidablement mené d'une fort belle manière. Donc, on se retrouvera bien là pendant pas mal de choses. On se verra moins en août, hein, par contre, parce que là, il n'y aura pas beaucoup de courses en août, bien évidemment. On se repose un peu quand même. Voilà, oui, non, mais juste ça. Parce qu'après, une fois que ça reprend, par contre, on se voit quasiment toutes les semaines, donc... Oui. J'ai une vie à côté. Le mardi soir. J'ai une vie à côté, moi, monsieur. On se verra 3 fois en septembre, 4 fois en octobre, 4 fois en novembre, donc ça va être... Ouais, fantastique comme d'habitude. Et puis, si jamais, évidemment, voilà, on ne se voit pas assez... Petite invitation au Racing Café est toujours très, très vite arrivée. Vous avez adoré Franck dans le Racing Café. Attendez-vous à Paul dans le Racing Café, bien évidemment. Maintenant, faut qu'on invite tout le monde. Hein. Moi, je sens que tu nous mets Paul ou Alex dans le Racing Café, mais là, tu vois, on lâche la bride et là, ça devient extraordinaire. On augmente les risques de ban Twitch, hein, bien évidemment, ce qui est très important. Mais bon, tant qu'on n'est pas victime d'un communiqué de presse de Red Bull qui annonce qu'on les suspendu indéfiniment, tout va bien, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. En même temps, on n'est jamais aussi loin que Eurovips, heureusement. Donc, heureusement, je te garantis que ça aurait été allé aussi loin, putain. Ça aurait été scandaleux. On fait des émissions qui seraient validables par Red Bull, c'est ça que je veux dire. Les Princes Albert, ça passe, ça, moi, je dis. Les Princes Albert. Ça de renommer les Merdolino, de renommer les Merdolino en Prince Albert, ça va être quelque chose de mignon. Du coup, si vous voulez découvrir tout ce beau monde, c'est jeudi, bien évidemment, 20h30, le Racing Café, comme d'habitude, qui reviendra sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Donc globalement de la F1 de la moto, hein, bien évidemment. Et on reviendra aussi, on vous parlera beaucoup des pilotes en français, bien évidemment, parce que je sens que ça vous a bien plu de voir tous ces noms de pilotes en français ce week-end sur nos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été là, Franck. Merci Manu, ce fut un plaisir. Merci à tous. Comme d'habitude. Merci à tout le monde. Bonne nuit Manu, parce que certaines personnes se lèvent tôt ici. C'est ça. C'est terrible. Merci le chat, vous avez été comme toujours très sympathique bien évidemment, et on se retrouve jeudi du coup dans le Racing Café, sinon c'est dans 2 semaines pour Grand Prix, après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Merci, ciao. Merci, ciao.